Je suis Séverine Bressot de RECA 21. Donc, on pilote le consortium qui a été retenu pour cette fameuse cellule ATMAC. Donc, ATMAC, cellule d'appui technique et méthodologique aux activités de coopération leader. C'est une cellule qui a été mise en place par le ministère de l'Agriculture dans le cas des activités du réseau national agriculture et ruralité. Alors, je vous demande, voilà, je ne vous prenez pas mal, mais dès qu'il y a quelqu'un qui parle, je vais lui fermer le micro automatiquement pour éviter les fonds. Donc voilà, on est donc de la cellule ATMAC. Je suis aujourd'hui avec Anne Rioux, donc qui est aussi membre de la cellule ATMAC. Isabella Livertou, qui est aussi de cette cellule. Et il y a également Mathilde Vukovic qui sera là demain, au webinaire de demain. Et donc, voilà, toutes on fait partie de cette cellule. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Le contrat prend fin à la fin de la semaine, mais ils vont recruter un nouveau consortium. Donc, on vous en dira plus en fin de saison. En fin de séance, pardon. Le ministère donc de l'Agriculture pilote, comme je vous l'ai dit, cette cellule ATMAC. Donc normalement, c'est Anna Nalalipus que vous devez connaître. Et hélas, hélas, donc elle est souffrante, donc elle ne pourra pas être là ni aujourd'hui ni demain. Mais c'est vraiment elle qui souhaitait qu'on organise ces webinaires pour vraiment aider les gars à se lancer dans la coopération. Alors, on me demande en effet, est-ce que la capacité, parce qu'en même temps, je regarde, excusez-moi, il y a des personnes qui ne peuvent pas se connecter. Donc là, je vais me retourner juste, excusez-nous, je vais faire une petite pause technique. Isabella, on est au max à 100, nous? Non, 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 pour moi, on est au-dessus, mais je remets le code et je vérifie en même temps. Je te dis ça dans une minute. Donc, pour ceux qui sont coincés, en effet, ça m'étonnait qu'on soit à 100 et qu'on monte pas. Mais à un moment, on est monté à 102, donc a priori, c'est possible. Isabella va remettre dans le chat les codes. Les codes sont déjà dans le chat et je regarde là. D'accord, mais on est toujours à 100. Bonjour, je confirme, hein, j'ai des collègues qui ont essayé de se connecter Oui. et ils ont appuyé parce que ça leur a dit qu'il y avait que le nombre de personnes maximum était déjà atteint. Et je confirme, ouais, je viens de vérifier, c'est bien 100 personnes, 100 participants. Bon, bah hélas, là, on va pas pouvoir faire grand-chose. Alors, la séquence est enregistrée et on pensait pas, je vous avoue, avoir autant de succès. Et là, donc la séquence est enregistrée et surtout, il y a une deuxième séquence. Alors demain, on va essayer de voir si on pourra dépasser les sons demain. On va essayer de voir ça techniquement cet après-midi. Il y a la deuxième séquence demain de 10 heures à midi aux mêmes horaires et ça sera la même chose qui sera présentée, juste les témoins seront différents. Voilà. Vraiment, je suis désolée. J'avoue qu'on n'avait pas prévu ce succès. Et pour ceux qui sont à plusieurs collègues, peut-être que vous pouvez vous réunir dans le bureau. Enfin voilà, toutes nos excuses pour ce problème technique. Donc ben, on va commencer. Alors, le programme de cette matinée, donc on va rapidement faire trois petites questions par Slido pour essayer de voir déjà de quelle région vous venez, qui est dans la salle et voilà, à défaut de faire un tour de piste, qui vous aide plus précisément. Ensuite, on reviendra sur quelques principes. Alors, on a fait le choix volontairement aujourd'hui de ne pas nous lancer dans une présentation PowerPoint de 40 slides sur la copie leader parce qu'on voudrait vraiment privilégier les questions. Voilà, donc on va rappeler les fondamentaux de la copé leader, voilà, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les grands principes et quelques modalités opérationnelles de mise en œuvre, mais de manière assez succincte afin de vous laisser vraiment le temps après de poser vos questions.
Ensuite, nous aurons deux témoignages concrets. Donc, un Aurélien Cyr, donc du GAL Parc naturel régional de l'Avesnon en Hauts-de-France, qui nous présentera un projet de coopération interterritoriale sur le tourisme ornithologique. Et Myriam Legendre, donc du GAL de Dinan Agglomération, donc en Bretagne, qui nous présentera un projet de coopération transnationale. Oh, il neige à Paris. Enfin, pardon, excusez-moi, mais c'est incroyable. Euh, pardon, ça me perturbe du coup. Donc sur la filière bois, voilà. Ensuite, donc j'ai mis une question, session questions-réponses, mais n'hésitez pas. Donc, on fera des sessions questions-réponses après chacun des exposés. Évidemment, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat pour pas les oublier, et on attendra la fin d'une séquence pour y répondre en groupe, de manière groupée. Mais vous pourrez aussi poser vos questions j'allais dire, en prenant le micro pendant certaines séquences. Et puis on finira pour vous dire, bah, après tout ça, on espère qu'on vous aura donné envie, qu'on vous aura rassuré, que en plus, vous n'êtes pas seul pour monter et développer des projets de coopération. Et donc, on vous expliquera un petit peu sur qui vous pouvez vous appuyer pour monter vos projets. Sans plus tarder, donc on va lancer le Slido, en effet, avec trois questions. Donc, on vous laisse là, donc soit vous flashez le QR code, soit vous allez sur Slido sur Internet et vous rentrez le code qui est affiché et vous aurez donc trois questions. On va peut-être remettre, Isabella, le code dans le chat et puis comme ça, Anne pourra arrêter de partager peut-être. On le laisse encore un peu, hein, mais il faudra que toi tu partages, Isabella, pour montrer les questions, chacune des questions. Donc on attend de voir quand tout le monde sera connecté. Sur le Slido, on fonctionne comment? Parce que là, Alors, soit vous prenez en photo, enfin, soit vous, avec votre appareil photo, vous ouais, flashez mais le ça marche QR. pas toujours le QR, le D'accord. QR Et code. ben dans ce cas, vous allez sur Internet et vous tapez Slido dans la barre et vous allez tomber sur Slido, D'accord. Ok. l'adresse exacte. Merci. Voilà. Et vous, normalement, on va vous demander un code que vous rentrez, donc le 94 98 184. Voilà. Merci, Lucie. Euh, Est-ce que pour le coup, je peux arrêter Ouais, peut-être tu Tu peux peux arrêter arrêter, on a peut-être. déjà des premiers résultats, donc je vais Voilà, partager voilà, le... arrête alors, s'il te plaît, le partage et Isabella va partager. Normalement, c'est bon. Alors, sur la première question où on demandait un peu de quelle région, oh là là, nous avons un... Alors, faut descendre un petit peu sur les régions ultrapériphériques, mais c'est vrai qu'au regard de l'heure, j'imagine bien que... Est-ce que ça bouge encore ou est-ce que nous avons... Donc, nous avons le nord-ouest qui est largement représenté. Nord-ouest et sud-ouest, hein, l'ouest en général est bien présent. On va passer à la seconde question très bientôt. Ça Ouais. se stabilise. Ça, c'est la deuxième question. C'est vrai qu'on aurait pu le préciser, merci Aline. Donc en effet, hein, c'est très bien qu'on ait aussi des gars pêche et aquaculture. Je vois qu'il y en a plusieurs. Donc soit animatrices qui sont animatrices et gestionnaires, mais qui sont aussi qui peuvent être aussi des gars pêche et aquaculture puisqu'on y reviendra.
Il est aussi possible de coopérer avec des territoires non leaders, mais qui peuvent aussi, par exemple, être des galles pêche et aquaculture aussi. Et je vais passer à la dernière question. On Ouais, voit que... bah, moi, je n'arrive pas à me connecter là-dessus. Bon, bah écoutez, vous pouvez le noter dans le chat. Mais je crois que vous êtes du pays de Vitré, si j'ai bien compris. Donc, vous auriez augmenté les chiffres du nord de l'ouest de la France, du nord-ouest. On gagne la fève si on a bon à la dernière question. Vous gagnez un appui à la copée. C'est formidable. J'avais fait l'exercice avec des étudiants, c'était très marrant, toutes les idées qui étaient ressorties. À tester pour faire un brise-glace d'ailleurs. Ok. Après, il y a une telle majorité sur la première réponse que, que je pense qu'il était. Donc, en effet, c'est bien liaison entre action de développement de l'économie rurale. À force de dire leader, on ne sait plus souvent à quoi ça correspond. Donc, programme qui est né par la Commission européenne, l'idée est apparue dans le cerveau d'un Français quand même à la Commission européenne, qui était Michel Lenne. Un petit moment d'histoire et qui a eu cette idée de créer un programme d'initiative communautaire destiné aux zones rurales pour les revitaliser. Voilà. Merci à tous, hein, et puis à nouveau désolé pour cette histoire pour vos collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous et donc à nouveau, hein, je le redis, ils auront soit la possibilité d'accéder aux enregistrements, soit la possibilité de participer demain. On va essayer de voir cet après-midi comment on peut dépasser cette jauge de 100. Donc je propose qu'on commence. Par les fondamentaux? Voilà. Et je vais donner la parole à Anne qui va justement rappeler quand même quelques fondamentaux de leader ou de vous rappeler en tout cas pour certains d'entre vous. Je te donne la parole, Anne. Donc, comme disait Séverine, bonjour à tous tout d'abord, parce que je ne vous ai peut-être pas dit tous bonjour. Donc, comme vous disait Séverine, donc leader maintenant à plus de 30 ans, hein, ça fait petite expérience. Et quand ils ont créé donc, la démarche, c'était donc pour aider notamment les territoires ruraux les plus en difficulté et où il fallait des approches différentes. Et donc, de ce fait, dit approche différente, dit un peu démarche. Et dans la démarche, ce qui est ressorti donc, dès le début, c'est la mise en place de spécificités qu'on retrouve maintenant aujourd'hui dans la plupart des démarches de développement territorial. Donc, une approche ascendante, donc, ou bottoms-up, comme vous pouvez peut-être l'avoir vu dans les textes. Donc, c'est la version en anglais. Stratégie locale de développement, un partenariat public-privé, avoir des actions multisectorielles, et ça, c'était vraiment un des points clés, puisque les territoires en difficulté. C'est ça. Non, non, mon fils, il a un casque. Bien, Oui, parce que faut c'était que tu son coupes ton ancien casque. micro. Attendez, excusez-moi, excusez-moi, est-ce que tout le monde peut fermer ses... J'ai l'impression de revivre les tours du Covid. Est-ce que tout le monde peut éteindre ses micros, s'il vous plaît, pour qu'on puisse... Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je vous disais les actions multisectorielles qui sont quand même un des points forts hein, initial de la démarche leader, puisqu'on était sur des territoires les plus en difficulté et où les approches sectorielles ne marchaient pas, on ne donnait pas les résultats. Donc c'est quand même un point important. Et puis donc l'innovation, l'expérimentation, la mise en réseau et puis la coopération, le sujet du jour. Et la coopération, c'est vraiment, dès le début, ça a été vu comme un outil qui doit être au service de votre stratégie, qui doit vous aider à répondre aux besoins et aux enjeux de votre territoire. Ça permet, donc comme on vous l'a mis, d'enrichir, de prolonger, de trouver des solutions pour un enjeu que vous souhaitez travailler sur votre territoire.
Ça permet souvent de trouver de nouvelles solutions, d'apporter un autre regard aux problèmes auxquels on est confronté. Et de fait, quand on apporte un autre regard, qu'on échange avec d'autres, on compare, on échange sur nos visions. Et donc, ça apporte une confrontation des visions, une complémentarité aussi des visions, qui permet souvent de trouver non seulement des solutions, mais d'aller au-delà de ce qu'on avait pu imaginer initialement. Alors, Anne, il y a une question. Qu'entends-tu par, enfin, qu'entends-tu, qu'entendons-nous par action multisectorielle? Est-ce que tu peux te remettre sur la slide précédente? Euh, Alors, les actions multisectorielles, euh, c'est par exemple, initialement, on va dire, donc ce qui est sectoriel, c'est vous parler de l'agriculture. Voilà, ça c'est un secteur, le tourisme, c'est un secteur. Une action multisectorielle, c'est quand on s'est dit qu'on pouvait faire du tourisme à la ferme. On a mélangé deux secteurs, que sont le tourisme et l'agriculture. Voilà un exemple d'action multisectorielle. Vous avez d'autres actions de ce type-là dans plein de domaines qui se sont faits, qui sont aujourd'hui un peu devenues des choses qu'on connaît, on réfléchit même plus à se poser la question si elles sont multisectorielles. Mais de fait, voilà. Donc, vous avez euh, d'autres actions multisectorielles, là tout de suite, j'en Ça ai peut pas. être des services à la personne qui Voilà. contribuent aussi à l'inclusion, qui contribuent aussi au maintien des personnes à domicile, des personnes âgées à domicile plus longtemps. C'est-à-dire qu'une action impacte et finalement abordée pas que que par un angle, mais par plusieurs angles parce qu'on parle de développement local. En fait, c'était vraiment ces 7 spécificités programme leader, c'est les bases finalement de tout projet aujourd'hui de développement local. Ça, voilà. Oui, ça a été vraiment repris. Voilà. On avait l'introduction, par exemple, de la culture par différents biais. La culture qui aide au développement avec les enfants, la culture qui aide à faire connaître le monde agricole. Voilà. C'est tous ces croisements qui aujourd'hui nous semblent plus ou moins évidents et qui à l'époque ne l'étaient pas du tout. Et qui restent donc voilà, un fondamental de leader. S'il n'y a pas d'autres questions Juste sur... peut-être en complément sur cette idée que la coopération, elle peut vous aider à répondre aux enjeux. Imaginez concrètement, je ne sais pas, vous avez élaboré vos nouvelles stratégies. Il y a peut-être dans vos stratégies 23, 27, enfin 28, 29 peut-être, enfin dans vos nouvelles stratégies leader, vous allez peut-être sur des nouveaux thèmes par exemple. Vous allez peut-être, ou alors vous avez renforcé vraiment le positionnement de votre stratégie sur des thèmes sur lesquels vous avez un petit peu d'expérience, mais pas beaucoup. Bah, d'aller coopérer, ça va vraiment vous permettre de soit défricher un thème sur lequel vous aviez peu d'expérience en vous disant bon ben on va aller voir comment font les Suédois sur je sais pas la question de la mobilité en milieu peu dense euh, voilà, ça vous permet soit de défricher un thème, soit justement de renforcer peut-être votre positionnement en disant, bon, on a déjà sur cette question, on voudrait aller plus loin, mais on ne sait pas par où prendre, par quel bout prendre la chose parce qu'on a déjà fait des actions et comment nous renouveler, comment faire autrement pour avoir un impact plus fort. Ben, boum, la coopération, elle permet ça. Donc vraiment, ce sur quoi, et ce qu'a dit Anne, c'est vraiment la coopération, c'est pas une fin en soi, c'est pas the cherry on the cake, c'est vraiment un ingrédient du gâteau, c'est un ingrédient de votre stratégie qui va vous permettre vraiment de mettre en œuvre, c'est un outil qu'on vous donne en plus pour mettre en œuvre votre stratégie de développement local. Donc même dans la manière de le présenter à votre comité de programmation, etc., c'est pas toujours évident. Souvent on dit bon, on a développé les actions locales, maintenant on a de l'argent sur de la copie. Non, en fait c'est plutôt dans les débats thématiques que vous allez avoir. Si vous voyez qu'il y a une priorité ou une problématique que vous avez du mal à aborder, même au niveau local, je veux dire, bah, vous dites, ah bah il se trouve qu'on a aussi un outil qui est la coopération qui peut peut-être nous aider à voir comment on peut aborder cet enjeu-là, ou alors qui peut nous permettre d'aller plus vite sur cet enjeu ou de tester quelque chose. Voilà. Il faut vraiment voir la coopération comme un outil en plus que vous avez dans votre business leader, quoi. Voilà. Bon. Et après, vous allez avoir des exemples qu'on va vous présenter plus loin, mais si vous voulez en savoir plus, aujourd'hui, l'avantage avec 30 ans d'expérience leader, c'est qu'on a le recul et certains projets qui ont commencé vraiment tout petits sont aujourd'hui devenus des éléments importants, totalement intégrés d'ailleurs dans la vie dans certains territoires et qui ont permis notamment l'élaboration de chemins de randonnée reconnus au niveau européen, par exemple. Donc, des vrais outils de développement touristique et de patrimoine. Donc, voilà, n'hésitez pas, on a plusieurs exemples qu'on pourra vous transmettre si vous le souhaitez pour creuser ça. Euh, alors, est-ce que c'est passé à la deuxième slide?
Attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci avec. Décidément, la technique n'est pas avec nous ce matin. Ouais, c'est toujours. Ah, voilà. Est-ce que c'était passé? Oui, c'est bon. Normalement, vous devez avoir la nouvelle C'est bon. diapo. Donc, comme on vous disait, donc la coopération, c'est vraiment un outil qui est là pour vous aider à mettre en œuvre votre stratégie, à répondre à vos besoins et à vos problématiques. Vous pouvez la mettre en œuvre. On a trois types de coopération qu'on intègre dans le grand chapeau de la coopération leader. Vous avez la coopération interterritoriale, c'est-à-dire une coopération que vous pouvez faire avec un ou plusieurs territoires français. Ces territoires peuvent être des territoires leaders, donc avec des GAL déjà formés, ou des territoires qui ont une approche similaire, c'est-à-dire avec une stratégie, une gouvernance acteurs privés publics. Et ces territoires peuvent, et ça c'est la partie, enfin dans les nouveautés, ça peut être aussi bien des territoires urbains que ruraux. Au tout début, si leaders ont se coopéré qu'entre territoires ruraux, aujourd'hui, vous pouvez aussi, en France et en Europe, coopérer avec des territoires urbains. Donc la deuxième coopération, c'est la coopération transnationale. Donc sous cet intitulé, on intègre toutes les coopérations qui se font avec des territoires issus des pays, des 27 pays européens. Pareil, donc là, on est toujours sur une démarche sur des territoires leaders ou assimilés, en tout cas en termes d'approche, et donc urbain ou rural. Et puis, vous avez la coopération avec les pays tiers. Donc, ça regroupe tous les pays qui ne sont pas européens. Et pour ces territoires-là, par contre, vous pourrez coopérer, mais avec des territoires qui sont en milieu rural. Toujours avec une approche similaire à Leader, mais uniquement territoires ruraux. Donc, ces trois formes de coopération, on les regroupe dans notre quotidien en parlant de coopération Leader. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment plusieurs possibilités. Et vous pouvez essayer des choses peut-être plus sur des territoires que vous connaissez déjà en France avant de vous lancer sur la coopération transnationale ou inversement, si vous avez déjà un partenaire européen, allez partir avec lui avant d'aller peut-être trouver un partenaire dans un autre pays qu'on dira pays tiers. Il n'y a pas de limite, sauf l'imagination. Alors, il y a une question, Anne, dans le... Alors, juste, je précise, ma collègue est partie, donc ça fait une place de disponible pour un de vos collègues. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Comme ça, Isabella laisse la place à un de vos collègues, s'il y a besoin. Donc, sur l'approche leader, non, c'est pas les 7 spécificités, enfin, je vous rassure ou pas. Une approche similaire à leader, c'est juste qu'il faut montrer que la structure avec laquelle vous coopérez a une stratégie, une gouvernance qui implique aussi des acteurs publics et privés. Mais par exemple, alors après, toujours tout est sujet à interprétation, hein, mais il y a des GAL qui ont coopéré par exemple, avec des universités. On a réussi à montrer que les universités, elles étaient aussi, elles impliquaient aussi des acteurs publics et privés, par exemple. Voilà, donc c'est pas avoir les 7 spécificités, c'est montrer que la structure avec laquelle on coopère présente vraiment une gouvernance qui implique des acteurs publics et privés. Voilà, c'est ça Ouais. Et qu'il y a une réflexion territoriale stratégique quand même derrière. beaucoup, ouais, beaucoup moins maintenant. C'est vraiment sur cette question de la gouvernance. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point-là? Eh bien, on continue. Hop, je te laisse la parole, Séverine. Alors, là, qu'est-ce qu'on entend par coopération leader? Alors, l'idée, c'est d'aller au-delà d'une coopération, d'un échange interterritoire, enfin d'un échange interterritoire. Hein. Un jumelage n'est pas considéré comme suffisant. On va pas juste voir l'autre et ils viennent nous voir et hop, on a un projet de coopération. Il y a cette dimension, hein, que vous avez peut-être vu, qui est l'obligation d'avoir une action dite commune. Alors, qu'est-ce que c'est que une action commune, c'est par exemple un kit de formation, voilà, ça peut être une étude commune, ça peut être, je sais pas, un kit de communication commun le long, par exemple, Anne parlait tout à l'heure d'un itinéraire touristique, avoir un peu une promotion commune, des outils de com, une charte graphique commune, voilà, c'est vraiment assez large cette vision, mais disons qu'il faut avoir vraiment une action dite commune. Si par exemple vous faites des études
des visites de terrain chez chacun d'entre vous, bon, bah, pourquoi pas? On peut se dire, bah, voilà. Mais dans ce cas, il faut, par exemple, en faire un recueil un peu sur, qui montre les bonnes pratiques de chacun, qui montre que vous avez euh, échanger et tirer des préconisations, par exemple, et de ces études, de ces visites de terrain respectives. Donc, ça peut être tout simplement, ça peut être également, ça peut être également une étude menée en commun. Alors, évidemment, ça peut être une étude menée en commun et hop, c'est facile, on fait des économies. On voulait faire chacun une étude sur le même thème, on se met ensemble et voilà. Bon, moi, je vous dis, alors oui, officiellement, c'est bon, hein, il n'y a pas de souci, mais je vous invite quand même à profiter d'un projet de coopération pour organiser des petits ateliers, pour échanger vraiment sur vos enjeux respectifs et pas juste partager le prix d'un prestataire, par exemple. Bon, ça, c'est ça n'engage que moi. Au-delà de cette action commune dite obligatoire, il y a la possibilité dans un projet de coopération de soutenir également des actions dites locales, si elles sont nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de coopération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, en général, on a souvent des questions. Imaginons, je reprends le thème de Anne, d'un itinéraire Itinéraire. touristique ou d'une voie cyclable, voilà. Eh bien, imaginons qu'il veuille vraiment valoriser cet itinéraire. Bon, bah, l'action commune, ça va être la promotion collective commune avec une charte graphique commune, des panneaux qui reprennent la charte graphique, etc. Mais après, peut-être que si c'est notamment une voie cyclable, eh ben, c'est de se dire, ah ben nous, chez nous, on n'a pas de parking à vélo sécurisé ou d'air à pique-nique. Voilà, donc or, si vous voulez structurer cet itinéraire cyclable, il faut qu'il y ait des petits investissements comme ça. Donc ça peut être éligible parce que c'est nécessaire à la valorisation et à la mise en œuvre de cet itinéraire cycliste. Voilà. Ensuite, pour les modalités concrètes. Alors, déjà, par qui peut porter un projet de coopération? Donc, ça peut être évidemment la structure porteuse du GAL, c'est le cas parfois, souvent, mais ça peut être aussi tout autre acteur du territoire du GAL. Voilà, ça peut être une asso, ça peut être enfin tous les acteurs au même titre qu'un projet leader, j'ai envie de dire, classique. Et c'est pas du tout, alors pour ceux qui connaissent des coopérations de type Erasmus+, ou je sais pas, Interreg, etc., ça fonctionne pas du tout pareil. Leader, finalement, c'est chacun dépose son dossier de son côté. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui va recevoir du FEADER au titre d'une coopération leader, finalement, il va déposer un dossier. Donc, même au sein d'un même GAL, si vous avez s'il y a par exemple, je ne sais pas, deux associations différentes qui sont impliquées dans le projet de copé et qui recevront du FEADER au titre de la copé, eh ben, il y aura deux dossiers de coopération. Et pareil chez le partenaire. Donc en fait, chacun dépose le dossier. Ce qui peut en effet, du coup, on y reviendra, mais qui peut paraître un peu qui peut prendre un peu plus de temps parce que si vous êtes à plusieurs partenaires, il faut que chacun ait le temps de valider son dossier avec son propre circuit. Donc évidemment, le circuit après du dossier de copé est le même du coup qu'un dossier classique leader. Voilà. Alors, on vous invite, même si c'est pas obligatoire, hein, puisque vous voyez bien qu'il n'y a pas un dossier commun pour l'ensemble des partenaires, mais on vous conseille de désigner un chef de file quand même qui aura pour rôle d'assurer le suivi général, la coordination générale du projet, le respect du calendrier, les tâches, etc. Même si officiellement, il n'aura pas un rôle juridique de chef de file comme on peut trouver dans d'autres programmes de coopération. Mais c'est quand même important d'avoir quand même d'essayer d'avoir j'allais dire un capitaine dans le bateau quoi, de la copé, notamment si vous êtes très nombreux. Hein. Évidemment, à deux, ça la question peut-être se pose moins, mais si vous êtes à plusieurs, voilà, c'est important. Est-ce Là- que... Oui, Ouais, je complète 30 secondes, oui, si tu me vas-y, permets. vas-y. Là-dessus, en fait, ce qui est important, parce que l'expérience a montré, c'est que votre projet, quand vous allez devoir en parler, c'est bien d'avoir un interlocuteur qui peut être identifié, qui va permettre, on doit vous contacter, nous, au niveau national ou européen, de savoir quelle porte d'entrée on peut aller chercher. Par contre, après, euh, par rapport à la crainte de certains de dire, bah, c'est le chef de file qui se retrouve avec toute la charge de travail, non. Vous pouvez totalement, et c'est même encouragé, d'identifier toutes les tâches qu'il y a à faire et de répartir entre vous après ces tâches. C'est juste que le chef de file va être a priori la personne contact qu'on aura sur le projet et qui permettra, quand on veut parler de votre projet, d'avoir une porte d'entrée. C'est aussi ça qui est important derrière le chef de file. Ça permet, c'est un peu le coordinateur,
mais c'est aussi la porte d'entrée. Et c'est vrai que souvent, dans la programmation qui se termine, on a eu des difficultés à avoir cette personne identifiée. Et parce que justement, crainte de rôle de responsabilité ou de rôle de juridique, ça c'est propre à chacun. En tout cas, voilà, nous, ce qu'on voulait, ce qui est important, c'est que voilà, c'est aussi une personne contact qui nous permet d'en savoir plus et de prendre connaissance de votre projet. Et vous pouvez totalement répartir les rôles après. C'est juste d'en discuter entre vous qui fait quoi. Ça n'empêche pas le partage. Je te rends la parole, Céline. On peut passer à la slide après. J'ai vu une question dans le chat, j'y répondrai après, hein. Donc ensuite, alors, il y a dans certaines régions, alors à la base, c'était dans, bon, je vais faire un petit retour historique, excusez-moi, mais dans Leader Plus, il y avait ce qu'on appelait le dossier, de l'idée au projet, un dispositif qui permettait de tester finalement. On a identifié un partenaire potentiel, qu'il soit français ou européen, et on voudrait se rencontrer une première fois quand même pour vérifier si le projet de copé il peut se faire ou pas finalement. Et donc à l'époque, on avait une petite enveloppe financière qui s'appelait de l'idée au projet, qui a été poursuivie en 2007-2013, bref. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est écrit? C'est qu'en fait, les frais de préparation d'un projet de coopération sont évidemment éligibles. Mais on a deux situations. On a une situation, et ça va dépendre des régions, et en France, on a différents cas. Il y a des régions où il est possible de déposer un dossier spécifique de ce qu'on appelle soutien préparatoire, et c'est le cas en centre, ah ben voilà, en centre Val-de-Loire, justement, je viens de le voir s'afficher, par exemple, qui donne cette possibilité. C'est-à-dire qu'on dépose un dossier qui est vraiment spécifique à l'organisation d'une première rencontre avec des partenaires potentiels et dans lesquels on peut prendre de l'expertise externe pour nous aider à développer le projet. Ça peut être de la traduction, du traiteur, enfin pour accueillir les partenaires, etc. Après, pour ceux qui n'ont pas ce dispositif et qui disent mince, nous on l'a pas, bon, alors en effet c'est moins facile, mais vous pouvez intégrer ces coûts dans le projet de coopération. Mais par contre, il faut faire le projet de coopération, donc c'est là que c'est un petit peu dommage. Et le fait d'avoir un dossier à part, eh ben, ça vous oblige pas, parce que peut-être que quand vous avez un dossier à part, vous faites la rencontre de vos premiers partenaires, de vos partenaires potentiels, et puis finalement vous vous dites, ah non, finalement on a des visions différentes, ça va pas, etc. Donc il n'y a pas une obligation de suite. Alors que dans le cas numéro 2, qui est la plupart, hélas, des régions, c'est-à-dire où les frais sont éligibles, mais à intégrer dans le projet de coopération, bah, du coup, de toute façon, vous êtes obligé de faire le projet de coopération puisque c'est intégré à votre projet. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Et nous, et je sais que Anan du ministère milite aussi pour qu'il y ait un dossier particulier parce qu'on trouve que enfin, l'expérience a montré que d'avoir ce dispositif à part vraiment facilitait la coopération, notamment transnationale. Mais voilà, c'est pas le cas de toutes les régions. Et donc, comment connaît-on les régions? En fait, il faut vous renseigner auprès des AG. Alors nous, on essaye de faire le tour des autorités de gestion pour voir ce qu'il en est, mais on n'a pas encore fini le tour. Donc, en effet, la cellule ATMAC pourra vous transmettre l'information, mais sinon, vous également, vous pouvez vous adresser à votre autorité de gestion. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, les dépensiers à cette première rencontre avec les partenaires sont éligibles, hein, ça c'est vraiment dans la réglementation européenne, et peuvent être intégrés dans le dossier de coopération si vous n'avez pas ce dispositif qu'a par exemple la région Centre-Val de Loire. Mais du coup, coopérer avec les gars de Centre-Val de Loire parce qu'ils ont le dispositif, donc vous pourrez, ils pourront, ça les rend d'autant plus attractifs. Voilà un petit peu pour les premiers fondamentaux de la COPé. On avait une question. Juste peut-être pour répondre à la question de Audrey du pays sud-creusois qui est donc en Nouvelle-Aquitaine, donc en effet approche multifonds. On parle ici de coopération leader. Ma fiche action coopération est abondée par le fonds FEDER et non pas le FEADER. Est-ce que cela change les choses? A priori, j'ai envie de dire non, mais je ne sais pas ce que vous entendez par les choses, mais a priori, c'est le même principe. C'est-à-dire que votre dossier copé va être le même circuit qu'un dossier FEDER, du coup, j'imagine. Et, Euh, et pour nous, ça rentre dans la coopération leader, dans la démarche.
Oui, oui, tout à fait. Et ensuite, connaissez-vous l'enveloppe moyenne d'une fiche action copée? Alors, non, pas du tout. C'est très variable. Enfin, non, pas du tout. Je sais que c'est très, très variable. Ça va de 3% des enveloppes leaders, mais sachant que les enveloppes leaders sont aussi très différentes d'une région à l'autre. Mais par exemple, une des témoins qui va présenter tout à l'heure un projet, par exemple, dans cette programmation, ont mis 15% de leur enveloppe sur la coopération, que je ne peux que féliciter. Mais voilà, donc du coup, on a des écarts très très différents sur l'argent mis à disposition pour la coopé. D'autres, c'est au fil de l'eau, ils n'ont pas vraiment d'enveloppe dédiée, donc aussi des fonctionnements différents selon les régions. Et après, si là, vous voulez prolonger la question par l'enveloppe moyenne d'un projet de coopération, et bien là aussi, je vais faire une réponse de Normand. C'est-à-dire, bah, c'est un peu, ça peut être d'un petit projet à des très gros projets. Donc, on a eu des projets de coopération à 30 000 euros, comme on en a eu à 300 000 euros, voire On en plus. a même eu à 3000. Voilà. Super. Voilà pour cette premier. Voilà, donc on propose de s'arrêter là pour la présentation de ces premières. De ces premiers fondamentaux. Alors, je ne sais pas si il y a encore quelques petites questions à l'oral. Après, on proposait là de donner la parole ensuite à deux témoins. Mais si vous avez d'ores et déjà quelques questions que vous voulez poser à l'oral, on peut se prendre encore 5 minutes pour y répondre ou dans le chat que j'essaie de surveiller. Donc, pareil, si on a sauté une question, n'hésitez pas. Non, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'au niveau questions, on est à peu près juste au niveau du chat, en tout cas. Bon, n'hésitez pas parce que c'est voilà, c'est des occasions où on est là aussi pour vous aider à comprendre. Il n'y a pas de questions. Je sais qu'il y a peut-être des grands débutants en copé. Donc voilà, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de. N'hésitez pas. Du coup, moi, j'aurais une Oui. question, s'il vous plaît. On est en train de regarder avec les GAL voisins de mon département pour accompagner le projet alimentaire de territoire. Et je me demandais, en fait, si en cours de route, on a des questions qui émergent quand ça devient un peu plus concret, est-ce qu'il y a un contact spécifique qu'on pourrait avoir, des personnes à qui nous poser des questions pour voir si ce qu'on s'apprête à faire rentre bien dans le cadre euh, attendu d'un projet de copé, voilà, en termes d'accompagnement. Ah, quel type d'accompagnement? Alors, c'est pas que je ne vais pas vous répondre, mais on a deux, trois slides à la fin de la présentation qui vous disent, voilà, qui pourront vous aider, qui Ok, parfait. mais la cellule ATMAC sera de toute façon encore enfin, il y aura une nouvelle cellule ATMAC en place, il y aura également votre réseau régional, mais on y reviendra tout à l'heure, le réseau européen, etc. On y D'accord, reviendra tout à l'heure. d'accord. Et là, je Ce vois qu'il sera y a répondu plus tard. Ok. voilà, désolée. Et je vois qu'il y a une Non, mais très bien, merci. J'ai une d'autres question. questions dans le chat. Peut-on coupler le budget copé avec Oui, l'enveloppe allouée? oui, pour optimiser, oui, c'est le Pays Loire-Val de Bois qui s'adresse à vous, je vous remercie. Effectivement, parce que là, je constate que la région Centre-Val de Loire, dans le cadre des projets en coopération avec un ou plusieurs territoires limitrophes, je suis concernée donc par deux projets en fait en coopération pour pouvoir mettre en avant la promotion de la rive du fleuve Allier. Donc ce sera un projet en fait qui serait porté par le Val d'Allier Nord, qui est une association qui va promouvoir la biodiversité et la nature autour du Val d'Allier. Et donc on est plusieurs GAL à être concernés par ce projet. L'objectif c'est de les accompagner dans un financement d'animation le souci, je viens de recevoir une note de la région Centre-Val de Loire et je m'aperçois que le montant qui sera alloué au niveau du projet de coopération sera très mince. Euh, donc l'idée, c'est est-ce qu'il est possible de coupler cette enveloppe dédiée pour les projets en coopération avec une partie de l'enveloppe que nous gérons déjà par GAL? Est-ce Euh, que ce montage financier serait possible? alors, à vérifier avec l'AG, mais j'ai envie de dire oui si vous distinguez bien les actions à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a certaines D'accord. actions qui seront financées de votre gros projet, qui seront financées par de la copé, par votre enveloppe copé. Mhm. D'autres actions qui pourraient être financées par votre volet local au final, hein. Oui, oui. Enfin, Oui,
à vérifier à votre trajet. Parce que moi, à chaque fois Ouais, que je réponds à des ouais, questions qui sont plutôt liées à la gestion, je vous demande vraiment de vérifier avec vos AG oui, parce que je sais qu'il y a oui, des fonctionnements différents selon les régions. Donc, oui. voilà. Donc, c'est une question, c'est une réponse que je ferai, mais à vérifier. Oui, oui. Voilà. Mais sur le principe, ce ne serait pas Oui, mais il faut bien antinomique. distinguer, par C'est contre, ça, voilà, les les actions. Donc, dépenses. oui, pour moi, j'y vois pas de. C'est comme si finalement vous dites, bah, notre projet de copie, il est plus petit que prévu, donc voilà, il va Oui. financer que ça, puis donc le reste, on trouve d'autres financements. D'autres moyens pour Faites, optimiser. Ouais. attention après à financer des actions qui se passent pas à l'extérieur de votre territoire Non, avec. non. Voilà, Oui, c'est le seul truc ouais, sur lequel peut-être il faut être vigilant. Ok, ouais, 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 ouais. D'accord, je vous remercie. de rien. Alors, la Bretagne est-elle éligible à quoi? Et je pense à l'aide préparatoire, au soutien préparatoire. Bah alors là, justement, c'est une région, je ne sais pas si... Je crois que Je crois que Pour oui. l'aide préparatoire, évidemment. l'appui préparatoire avec un dossier spécifique, hein, Ouais, c'est ça. ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Bah en fait, quand on a parlé avec l'AG de Bretagne, la dernière fois qu'on a échangé avec eux, c'était pas encore, tout n'était pas calé parce qu'ils étaient en réorganisation, mais il me semble que vous avez une réunion coopération dans 2 semaines en Bretagne, ou une Oui, semaine, je sais plus. Donc, je pense qu'à cette occasion-là, vous pourrez leur demander où ils en sont de cette question. ok, merci. Voilà, désolé, je botte en touche. 1%. Un modèle de convention. Il demande si on a un modèle de convention de partenariat pour la coopération. Oui, alors il y a un. Alors, attends, moi j'en ai. Alors oui, on a. Est-ce que vous pouvez éteindre les micros? Alors je vais désactiver le son. Voilà, je suis très dictatoriale. J'éteins le micro de ceux qui. Oui, donc on a un modèle d'accord de coopération. Hein, on appelle ça un accord de coopération que chacun de vos réseaux et AG ont normalement. C'est un modèle, vous pouvez le faire un peu évoluer. Il n'y a pas de modèle obligatoire, hein, mais on a travaillé justement dans le cadre de la cellule ATMAC avec les différentes AG et on a proposé un modèle, mais à nouveau qui peut évoluer. Donc n'hésitez pas soit à nous le demander à nous, soit à votre AG ou réseau qui normalement là à disposition. Voilà. Pour l'Occitanie, soutien. Attends, il y avait 1% 10 000 € minimum de leader affiché en copie en Pays de la Loire. D'accord. Et il y a une question sur l'aide préparatoire en Occitanie. Il y a un Ah bah dossier. alors là, l'Occitanie, j'avoue qu'on n'a aucune relation avec l'AG, je dois être claire, mais a priori, je pense, ah bah voilà, on vous répond non pas en Occitanie. Oui, Voilà. si je peux prendre la parole, effectivement, en Occitanie, il n'y a pas de soutien préparatoire individualisé sur les dossiers copés. Euh, et c'est bien dommage que vous n'ayez pas de relation avec l'AG. Je ne sais pas si... Bon, on va essayer de le développer, mais je sais qu'au niveau copé, on a du mal à avoir un contact régulier. Ils sont pas là aux cellules ATMAC, voilà. Bon, en réunion, enfin, je veux dire aux réunions, parce que dans le cadre de la cellule ATMAC, au-delà de l'appui individualisé qu'on vous présentera tout à l'heure, on réunit les AG des régions 3 fois par an. Enfin, la cellule ATMAC, hein, pilotée par Anan du ministère, et on travaille justement à des outils communs, des choses comme ça. Et c'est vrai que l'AG de l'Occitanie, je pense que bon, après, ça peut peut-être changer, hein. On ne renonce pas à réussir à mobiliser toutes les AG et à convaincre qu'il y a un vrai intérêt, voilà, à échanger sur des outils de coopération, toujours pour essayer de faciliter la coopération pour vous, quoi. D'accord, merci. Mais bon, alors certes, pour ceux qui n'ont pas je répète quand même, je voudrais être très clair là-dessus, hein, pour ceux qui n'ont pas le dossier spécifique appui préparatoire, ces coûts sont quand même, vous pouvez les intégrer dans votre projet de copie, mais en effet, l'impact n'est pas tout à fait le même, puisque après, vous êtes obligé quand même de mettre le projet de copie. Il y a moins le côté test, on teste le partenariat, mais c'est quand même éligible, hein. J'essaie de voir la moitié de la bouteille à moitié, la part, enfin, j'essaie de voir la bouteille à moitié pleine, et donc voilà. Et puis ça n'empêche pas, l'expérience a montré qu'il y avait des choses qui pouvaient évoluer. Donc vous pouvez aussi peut-être poser la question à vos régions s'ils n'ont pas prévu et voir ce qui peut être éventuellement fait ou modifié. Et vous rapprochez de la région, notamment Centre-Val de Loire, qui le propose, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette De toute partie? façon, vous pourrez les reposer aussi après. Peut-être qu'on peut passer au cas concret, parce que l'heure tourne quand même. Ouais.
Donc, on Alors, je vous vais partager. proposait. Alors, je ne sais pas, Aurélien, est-ce que. Donc, on a deux témoins donc, que je remercie vraiment très sincèrement de partager leur expérience avec l'ensemble des GAL de toute la France. Aurélien, tu préfères partager ou je partage? Je suis repartie de ta présentation que tu avais faite. Eh ben, partage parce que je suis en télétravail et du coup, enfin parce qu'il neige, donc j'avais pas prévu et Ah, j'ai bah, pas le toi support aussi. avec moi, donc je suis coincé à la maison. On a D'accord. c'est 5 centimètres de neige, hein, c'est pas grand-chose, mais Oui. on nous a dit que c'était préférable de pas prendre la route aujourd'hui, donc j'obéis sagement, tu vois. Alors, Donc, merci Aurélien Serge. Donc, je vais te laisser te présenter, hein, mais donc, il va nous présenter un projet de coopération interterritoriale sur le tourisme ornithologique. La parole est à toi. Donc bonjour à tous, donc Aurélien Cyr, je suis animateur leader pour le GAL du Parc naturel régional de l'Avesnois. Donc le PNR de l'Avesnois, on est au sud du département du Nord, enfin région Hauts-de-France, et on attaque notre troisième programmation leader, enfin moi aussi parce que je suis en poste sur leader depuis 2009, donc on commence à prendre de bonnes habitudes, je pense, au niveau du territoire. Anne, est-ce que tu Donc, peux la mettre, excuse-moi Aurélien, est-ce que tu peux la mettre en plein écran, s'il te plaît? On la voit pas en plein écran. On t'entend pas, mais a priori. excusez-moi, je disais, pour moi, c'est appelé en plein écran, c'est pour ça que je Non, ne comprends pas. non, alors moi je l'ai pas non plus en non, plein non, on l'a écran, pas en mais plein écran. Alors, je vais arrêter le partage et je Ouais, recommence. et tu le refais en plein écran. Ouais, excusez-nous. Hop. Je t'ai coupé dans ta lancée, Aurélien, mais c'était pour que tu non, c'est pas gênant. la slide. Alors, donc là, vous voyez le document. Est-ce que là, il est en plein écran? Non, Non. c'est juste qu'il faut mettre Voilà, si, Voilà, ça y est, c'est bon, ça y c'est est. Là, c'est tout bon. Si on peut revenir au début, du coup, enfin, c'est juste le titre hein, au départ. bon. Je pense que c'est ça. Donc voilà, le titre du projet de coopération, enfin, il faut se mettre d'accord, mais c'est pas le plus compliqué entre tous les territoires. C'est un titre un peu pompeux, mais qui s'appelait Faire des parcs naturels régionaux de France une destination d'excellence reconnue en matière de tourisme ornithologique et de naturalisme. Enfin, l'idée, c'était vraiment de travailler entre parcs naturels régionaux autour du tourisme ornithologique et d'en faire une destination reconnue au niveau national mais surtout européen. Donc, on a coopéré, on peut passer à la diapo suivante. On a coopéré, vous verrez à la carte ensuite, il y avait 8 parcs naturels régionaux, mais qui correspondent à 10 ou 11 GAL, je ne sais plus exactement, parce que c'est un projet qu'on a mené, je crois, de 2018 à 2022. Donc, l'enjeu de ce projet, enfin, c'était d'abord, nous, on a répondu à des sollicitations de partenaires. On a la chance, dans le cadre du réseau des PNR, enfin, d'avoir une fédération des parcs qui réunit les acteurs autour de différents enjeux et différents thèmes. Et du coup, les chargés de mission tourisme des différents parcs ont identifié un thème autour du tourisme ornithologique. Et l'idée, c'était vraiment de faire de la France et des PNR une destination reconnue et incontournable en Europe en matière de tourisme ornithologique. Donc l'enjeu, c'était de rendre une offre touristique structurée en termes de tourisme ornitho, aussi diversifiée, mais qui puisse être complémentaire aussi entre les différents territoires. Le principal enjeu pour nous au niveau du territoire, mais c'était le cas aussi pour les autres territoires, c'était puisque nous, on a une stratégie au niveau du GAL de l'Avesnois qui est très tournée, très axée autour du développement économique. Donc, c'était d'avoir des retombées économiques via le développement de ce tourisme ornithologique. Ça peut être des retombées économiques chez des hébergeurs, chez des restaurateurs, chez des guides naturalistes. Enfin voilà, nous l'idée c'était vraiment de développer cet enjeu. Et puis également, mais ça c'est vraiment lié à la philosophie du parc, c'est d'avoir un tourisme qu'on peut qualifier de tourisme de nature, qui soit de qualité et respectueux de l'environnement et des populations qui habitent ce territoire. Donc, les partenaires, je l'ai évoqué, on voit sur la petite carte, en 8 parcs, je l'ai dit tout à l'heure, 8 parcs, mais qui correspondent à plus de GAL, puisque des fois, il y a des territoires de parcs qui peuvent être couverts par deux GAL. Je ne vais pas vous lister tous les parcs. Au niveau du fonctionnement, donc on avait un chef de file qui coordonne l'ensemble de la démarche, on l'a évoqué tout à l'heure. C'était le GAL de l'Ouest du PNR de Lorraine.
Donc le chef de file, on l'a aussi évoqué, enfin, voilà, c'est lui qui s'assure du respect du calendrier par tous les différents partenaires, qui assure les différentes relances, qui assure la publication des marchés publics. Voilà, nous on avait déjà été le GAL de la Vénois, chef de file sur d'autres projets de coopération, notamment aussi sur sur le programme 2014-2020. Sincèrement, pour ceux qui n'ont pas trop d'expérience, et ça je parle voilà du haut de mes presque 15 années d'animation leader, pour les nouveaux GAL, territoires GAL ou nouveaux animateurs, je pense que c'est bien de pouvoir se reposer sur un chef de file autre que soi, parce que voilà, il y a quand même pas mal de boulot derrière, de coordination. C'est largement faisable, mais plus il y a de partenaires, et notamment si on est sur des projets européens, une certaine maîtrise de l'anglais éventuelle. Donc voilà, il y a quand même un travail de coordination pour le chef de file. On a bénéficié également, mais ça je l'ai dit en préambule, d'un appui technique et méthodologique de la Fédération des parcs. Donc la fédération, c'est une structure qui est située sur Paris, mais qui permet déjà de nous rencontrer et puis de définir des enjeux, de pouvoir identifier des problématiques communes à tous les territoires. Et en termes de fonctionnement, comme il y avait 11 GAL, on a essayé, alors c'était pas toujours régulier parce que je vous ai dit tout à l'heure, le projet a duré presque 3 années. Au début, on se calait, mais c'était surtout vraiment pour le calage du projet, donc soit des rencontres sur Paris ou soit des visioconférences tous les 2 mois. Alors aussi bien ces visios, elles réunissaient aussi bien les chefs de projet, donc tourisme ou ornitho, enfin les naturalistes, de l'ingénierie parc, mais également les techniciens d'égal, puisque voilà, on est sur un projet tourisme ornitho, mais derrière, il y a quand même la mécanique leader qui est assez lourde et qui, en plus, on va le voir tout à l'heure dans les difficultés, mais voilà, on n'a pas tous le même mode de fonctionnement, donc on a toujours essayé d'associer un binôme développeur touristique local et technicien leader. Voilà pour le fonctionnement. Donc, le projet de coopération, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, on avait fortement un volet commun. Dans ces actions communes qu'on a menées, il y avait tout d'abord la réalisation à l'échelle de tous les parcs d'une étude de positionnement marketing. On est sur une étude marketing assez classique, avec une analyse clientèle, les marchés potentiels à aller chercher pour avoir des actions de communication un peu plus ciblées, des canaux de promotion et de commercialisation qu'on a pu trouver, un plan d'action aussi un peu plus détaillé. Donc voilà pour cette étude de positionnement marketing. Il y a eu plusieurs volets où on s'est rendu compte, alors c'est aussi un peu l'avantage de la mécanique leader, mais c'était assez compliqué, c'est qu'on a fait évoluer aussi au fil de l'eau un peu cette étude marketing en relançant d'autres volets où on a dû faire des avenants à la convention, mais c'était faisable sur leader, même si en cours de développement du projet, on se rend compte qu'on peut aller un peu plus loin dans ce qui a été fait. On a eu cette latitude-là et cette souplesse sur leader avec nos autorités de gestion. Il y a également la création d'un site internet qui existe déjà. Vous pouvez alors, pas la cliquer sur le lien, mais qui est visitable. Ça s'appelle Birding France. Donc, en gros, voilà, on va répertorier un peu tous les points forts, tous les avantages des différentes destinations ornithologiques à l'échelle française, avec aussi un référencement sur Google qui est assez fort et qu'on va trouver plutôt sur les clientèles nord-européennes qui sont plutôt férues de tourisme ornitho. Il y a également une participation commune à un salon international qui s'appelle Birdwatching, qui avait lieu l'année dernière ou il y a 2 ans en Irlande. C'est pareil, c'est plutôt chez les anglo-saxons ou clientèle nord-européenne, mais où il y a vraiment des milliers de visiteurs. Enfin, je vais pas dire que c'est l'équivalent d'un salon de l'agriculture, mais on n'est pas loin, avec plusieurs centaines de milliers de participants chaque année sur ce salon. Et puis également la réalisation d'outils et de supports de communication communs pour faire connaître ce projet et qu'on puisse permettre aux éventuels touristes intéressés ou passionnés par l'ornithologie de venir découvrir ces destinations en France. Des actions locales, donc on l'a dit tout à l'heure, c'était présenté dans le préambule, il y a un volet action commune qui est obligatoire, et puis chaque GAL et chaque territoire de parc a mené également un volet un peu d'action un peu plus locale, ou qui était lié vraiment à des enjeux ou des spécificités de son territoire. Donc nous, au niveau du PNR de l'Aveno, on a d'abord mené des actions de promotion pour faire connaître son projet. On a créé des blogs, on a alimenté nos réseaux sociaux du parc, on a essayé de faire des supports un peu modernes, notamment ce qu'on a appelé des vidéos embarquées, des petits podcasts, des choses comme ça pour mettre en avant et mettre un peu en scène ce territoire.
et puis également des flyers, des participations dans différents magazines, naturalistes, ou des choses comme ça, ou à l'échelle du territoire. On a également créé 2 parcours numériques, ce qu'on appelle Balade à Vénois, mais ça, c'est un support qu'on avait déjà au niveau du parc sur les touristes. Donc, c'est un peu, c'est une application où on se balade avec son smartphone, mais qui permet de découvrir les spécificités un peu du paysage, certaines espèces emblématiques d'oiseaux, et puis d'expliquer un peu. On est vraiment dans un parcours à la fois ludique et pédagogique, j'ai envie de dire. Autre action qu'on a menée au niveau du parc, c'était la création d'10 malles pédagogiques qu'on a appelées naturelles. Alors les malles pédagogiques, ça comprend des paires de jumelles, un peu des livres de découverte, également des oiseaux. Enfin, c'est un kit un peu plus complet, je me souviens plus exactement ce qu'il y a dedans. L'idée, c'était de fournir ces malles pédagogiques aux guides naturalistes du territoire et puis à des hébergeurs touristiques également qui ont suivi une formation pour la prise en main de ces outils pédagogiques. Donc, ça fait partie des autres actions. Il y avait ces journées de formation pour les hébergeurs touristiques et les guides naturalistes et ornithos du territoire. Et puis, autre point que nous, on a souhaité développer à l'échelle du territoire, c'était la création d'un séjour, un peu un package clé en main, découverte, enfin, c'est un stage photo lié à l'ornitho. Donc, on fait découvrir le territoire et cette action a plutôt bien marché puisqu'on a déjà renouvelé plusieurs fois ce package avec le tour opérateur qui s'appelle Excursia, qui fournit ce package clé en main, donc hébergement, restauration et puis stage photo. Voilà pour les actions locales. Alors on peut passer à la diapo suivante. De nouveau, ça... Excusez-moi, des fois, ça... je sais pas pourquoi ça bug. C'est pas forcément gênant pour moi. Alors ouais, Là, ça doit être bon. j'ai tendance à déborder, je vais essayer d'être un petit peu Voilà, plus c'est ce que rapide. j'allais te dire, Aurélien, mais tu as Au, avancé. au niveau du timing, mais ouais, je sais, je suis souvent comme ça, toutes mes excuses encore. Donc, Passionné, c'est bien. la plus-value du projet de coopération, je vais essayer d'être assez concret, c'était d'abord l'échelle du projet, c'était de pouvoir rendre le projet plus ambitieux en atteignant une masse critique. Alors, j'ai plus les volumes financiers en tête, mais par exemple, sur l'étude de positionnement marketing à une échelle française, on était quand même pas loin des 100 000 euros et ça nous a permis d'aller plus loin avec le bureau d'études, de faire des économies d'échelle. C'est également permis de valoriser des complémentarités, c'est d'associer des territoires qui ont une certaine maîtrise, un certain savoir-faire, parce que, alors nous, quand on s'est positionné sur ce projet de coopération, au début, on se demandait un peu ce qu'on allait faire dedans, c'est en creusant un peu la question qu'on a compris et qu'on avait largement notre place, mais on était avec des territoires qui sont très reconnus déjà au niveau national ou européen, en France pour le tourisme ornithologique, je pense à la Camargue, à la Brenne, enfin voilà, il y avait des territoires qui étaient bien plus en avance que nous sur cette question-là, et ça permet aussi à la coopération de bénéficier de leur expertise, de savoir où on va, et voilà. L'échelle du projet, elle a permis de donner aussi plus de visibilité au projet, que ce soit en termes de marketing, d'action de communication, comme les participations au salon, où ça a un coût quand il faut aller à l'étranger sur des salons. Et donc voilà, ça a permis de faire vraiment ces économies d'échelle et de bénéficier aussi de l'expertise vraiment des partenaires. La réponse à ces enjeux qu'on avait identifiés dès le début, bah, je vais être clair. Enfin, nous, on a identifié clairement une augmentation des retombées économiques. Alors, on n'a pas fait de grosses études poussées. On a une étude sur un bilan d'évaluation sur ce projet de coopération. Mais voilà, on a une augmentation de la fréquentation touristique sur le territoire, des nuitées également. Et puis, on se rend compte que les hébergeurs touristiques qui proposaient les kits mallettes pédagogiques ont vu leur fréquentation développer. Et puis, j'ai dit, on renouvelle aussi les séjours clés en main, stage photo, initiation ornithologique. Donc, c'est que ça fonctionne un peu et on était vraiment sur cette volonté d'avoir des retombées économiques. Le vecteur, en fait, c'était le tourisme ornithologique et l'idée, l'enjeu, c'était d'avoir des retombées économiques sur le territoire grâce à ça. Les difficultés rencontrées, alors il y en a plusieurs, hein, j'ai peut-être pas tout listé, mais c'est l'échelle géographique du projet qui facilite pas les rencontres. Forcément, enfin voilà, quand on a plein de territoires un peu partout comme ça disséminés en France, et c'est encore plus vrai quand on est en Europe, et d'autant plus qu'on était sur un projet qui était pluriannuel et qu'on a co-construit aussi un peu au fur et à mesure. Donc voilà, l'échelle géographique, elle facilite pas non plus forcément ces échanges, mais aujourd'hui, il y a des outils, enfin, visio qui permettent de faire ça assez facilement. Je l'ai dit également, les disparités entre partenaires, où il y avait certains territoires qui étaient bien plus en avance sur ces problématiques de tourisme ornithologique que nous ou que d'autres territoires également, hein. Mais
Donc à la fois, c'est une difficulté, mais c'est aussi une plus-value de pouvoir bénéficier un peu de cette expertise. Il y a aussi dans les difficultés les moyens affectés dans les projets de coopération. On l'a évoqué tout à l'heure, selon les territoires en France, on n'a pas du tout les mêmes enveloppes leaders. Et puis nous, notre territoire, comme on savait pas où trop on mettait les pieds, on avait décidé, je crois, d'affecter un tout petit peu moins de 30 000 euros de FEADER. J'ai plus exactement les leviers en tête, mais certains territoires allaient jusqu'à 150 000, 200 000 euros de FEADER. Donc nous, on a fait un petit projet. Et ce qui est compliqué, c'est de mettre un peu en adéquation la volonté, j'ai envie de dire, pas démesurée de certains territoires et d'autres qui initie certaines formes de coopération. Donc c'était une des difficultés. Et puis il y a aussi vraiment des difficultés, et ça je voudrais insister là-dessus, qui sont liées à la gestion leader et aux autorités de gestion. Donc on avait, plus on a d'autorités de gestion différentes, bah, plus on a des calendriers différents. Ça veut dire que on avait des territoires qui pouvaient engager des dépenses quand d'autres pouvaient pas. On avait, nous par exemple, on était contraints de, notre autorité de gestion avait mis une fin des dépenses sur le programme leader, je crois, au 31 décembre 2023 quand d'autres territoires pouvaient continuer à programmer et faire des dépenses, je crois même jusque 2025. Donc le projet de coopération a pu se poursuivre un peu sans nous, mais voilà, ça faisait partie de ces difficultés de calendrier, de procédures administratives qui sont pas les mêmes sur les circuits de gestion, d'analyse de marché public, de règles d'instruction. Enfin, c'est vraiment une des difficultés qui est difficile à lever, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a un gros travail là d'animation leader, à faire le lien entre le projet de coopération et la faisabilité technique avec les autorités de gestion. Je pense en avoir terminé. Alors, je suis ouvert à toutes les questions pour ceux qui ont... Merci Aurélien. Je pense qu'on va peut-être enchaîner sur le deuxième projet, puis on aura un lot de questions peut-être Ok. comme ça aux deux témoins. Ce que je voulais quand même souligner suite à ta présentation, euh, euh, c'est qu'en effet, on peut commencer petit déjà. Même là, tu vois, je voyais qu'il y avait le PNR de la Brenne. Moi, je me souviens que dans Leader Plus, la Brenne avait déjà un projet de copé dans Leader Plus, sur le tourisme ornitho. Donc, je veux dire, ils ont commencé par des petits projets, puis ça se prolonge. Et puis, ce que je veux dire, c'est que la coopération, elle peut s'inscrire aussi vraiment dans une dynamique de long terme si ça se passe bien. Euh, Exactement. et en effet, tout le monde n'est pas obligé de mettre la même chose dans un projet de coopération. Donc, les différents partenaires ne sont pas obligés de mettre la même chose dans le pot commun. Alors, en effet, des fois, ça peut entraîner du coup des gros écarts, comme tu le soulignais, Aurélien. Mais ça, c'est quand même ouais, à le mentionner. Puis, on reviendra sur la difficulté des calendriers différents, etc., des modalités différentes. Finalement, c'est comme à l'échelle européenne. Du coup, c'est pas plus compliqué, puisque nous, on a autant de différences entre les régions Ouais, entre la France et l'Allemagne, par exemple. Et du coup, ça me permet d'aller justement de faire la transition avec le projet suivant et donc de remercier aussi Myriam Legendre donc du GAL Dinan Agglomération qui eux ont fait un projet de coopération transnationale avec à chaque fois je dis la Suède mais je crois que c'est la Finlande. La Finlande. Voilà, sur la filière bois. Et un autre projet très concret. Donc, Myriam, je te remercie, je te donne la parole et ne soyez pas frustrés, vous pourrez poser vos questions ensuite à Myriam et à Aurélien suite à la présentation de Myriam. Myriam, je te donne la parole. Oui, merci. Donc bonjour à tous, je suis Myriam Legendre, chargée du programme Leader au GAL de Dinan Agglomération. Donc le GAL de Dinan Agglomération se situe en Bretagne, entre Saint-Malo et Rennes. Et je vais vous parler donc là à présent de la coopération Françou qui a eu lieu de 2019 à 2022 avec en partenaire une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif hein, de notre territoire, le GAL normand des PNR des boucles de la Seine normande, et puis un GAL finlandais, donc à Isapari, dans le sud-ouest de la Finlande. Alors, comment en fait est née cette coopération? Bah, tout simplement, d'abord en 2008, il y a eu le conseil de développement au sein de Dinan Agglomération. Enfin, Dinan Agglomération n'existait pas, mais au sein du périmètre de Dinan Agglomération, qui avait l'idée de déposer un dossier leader pour essayer de voir est-ce qu'il y avait une faisabilité de structurer une filière bois, car il y a beaucoup de bois en Bretagne, et de voir est-ce qu'on pouvait développer justement la filière bois.
Donc, il y a eu un poste leader qui a été financé, qui a fait une étude, et cette étude s'est avérée positive. Donc, à l'issue de ça, il y a une SIC, la SIC ENR du pays de la Rance, qui a été créée. Et en 2008, elle s'est structurée jusqu'à 2019, où il faisait de l'entretien, donc de l'élagage, du récépage, l'abattage de bois. Ensuite, de la mise en andain, donc c'est il rassemblait tous les fagots et il les broyait. Et ensuite, il y avait du séchage et de la revente. Ils ont fait ça pendant 10 ans et après, il y a eu quand même des réflexions pour essayer de voir est-ce qu'on pouvait créer un projet de chaleur clé en main en fait. Donc, on plante les semences de bois, on gère en fait ces espaces. On fait toute la partie de broyage, création d'atelier, et puis après on revend en fait ces chaleurs à des porteurs de projets qui ont installé une chaudière bois. Mais là, problématique, ce n'était pas structuré du tout sur le territoire, donc il fallait essayer de trouver un partenaire qui avait déjà mis ça en place et qui avait toute cette dimension territoriale et en même temps des porteurs de projets, des entreprises ou des publics qui avaient cette volonté d'être chauffés par de la biomasse, donc par le bois. Et entre-temps, il y a eu sur le NRD, il y a eu le GAL à Isa Paris qui a déposé une offre de coopération Alors, justement sur cette... le NRD, excuse-moi Myriam, je me Ouais. permets de t'interrompre pour ceux qui ne savent pas ce que c'était l'ancien réseau rural européen. Donc, il y avait une base de données où tout le monde pouvait déposer ses envies de coopérer et du coup qui était regardée par plein d'Européens. Voilà, je ferme la parenthèse et je te redonne. Merci, ouais. Donc, du coup, le GAL Aisa Paris en Finlande avait déposé cette offre de coopération. Et là, la SIC ENR Pays de Rance et le GAL de Dinan se sont dit, en fait, c'est ça, c'est ce partenaire, parce qu'on a déjà ces réflexions. Donc, il y a eu un rapprochement qui a été fait. Et entre-temps, il y a eu le GAL normand qui s'est joint à cette réflexion. Donc, il y a eu des échanges qui ont été faits, des experts. Donc, il y a eu l'ADEME de Bretagne et de Normandie. Il y a eu aussi des antennes de l'ADEME, donc AILE, qui est l'expert en matière de biomasse de l'ADEME, hein, donc qui conseille tous les porteurs de projets pour changer leur chaudière à gaz ou à fuel pour aller vers du bois. Donc, eux se sont joints à cette réflexion. Il y a eu les DRAF, donc justement les directions de l'aménagement, de l'alimentation et des forêts. Il y a eu les DREAL qui se sont joints. Il y a eu des régions. Et ensemble, en fait, on a fait ce projet de coopération qui, concrètement, les enjeux et les objectifs, c'est de renforcer l'insuffisance énergétique sur le territoire. Donc, comment faire? Il fallait connaître, en fait, la ressource, comment on l'a gérée, comment on l'a protégée, mais aussi quels étaient, en fait, les acteurs locaux. Et puis, est-ce que c'était viable? Est-ce qu'il y avait des débouchés? Est-ce qu'il y avait un modèle économique qu'on pouvait mettre en place? Et puis, il fallait essayer de voir comment organiser tout ça, en fait. Et ensuite, pour pérenniser cette filière bois, comment sensibiliser aussi bien les acteurs du territoire, mais aussi des agriculteurs qui, eux, pouvaient nous fournir le bois. Donc, il y a eu un vrai travail de concertation. Et donc là, il y a une feuille de route qui a été actée avec... non, juste encore avant, un tout petit peu avant, la slide avant. Merci, pardon. Avec les dépenses qui étaient éligibles. Donc, on a eu des dépenses communes aux Français, qui étaient notamment une étude qu'on voulait qu'elle soit commune sur le territoire de la Bretagne et de la Normandie pour essayer parmi tous ces experts, donc il y a eu des ETP, donc des salaires qui ont été financés au sein de l'ADEME, au sein des territoires, au sein des différents, voilà, il y a une personne qui a été payée aussi pour faire cette étude, et de voir quelle était la ressource sur chaque territoire en Bretagne et en Normandie, et après faire un zoom localement au sein de la SIC, car la SIC, elle serait, elle, celle qui structurerait cette filière bois sur le territoire de Dinan Agglomération. Et à côté des actions communes avec les Français, il y a eu des frais de traduction et puis tout ce qui est frais de publication, de site internet, de déplacement. Et ensuite, commune avec les Finlandais, on avait tout ce qui était frais de réception, de déplacement, de restauration quand eux sont allés chez nous et quand nous sommes allés chez eux. Donc là, sur les slides, vous pouvez voir en fait la répartition des budgets. Et comme Séverine disait, tous les partenaires n'ont pas du tout mis la même chose. Donc sur un budget total d'un peu plus de 393 000 euros, le GAL de Dinan Agglomération a eu une aide leader de 96 000 euros. Donc c'était 80% de cette enveloppe.
Le PNR normand, c'est 74 000 euros. La SIC, 49 000 euros. Et elle a eu un cofinancement du département. Car à ce moment-là, le département des Côtes-d'Armor avait dédié une enveloppe pour soutenir des projets leaders. Donc, ce n'est plus d'actualité sur ce programme, mais avant, c'était possible. Et puis, bah, vous voyez, après, les partenaires finlandais, eux, il y a eu le Centre forestier national finlandais et l'équivalent de notre SIC d'un point de vue en Finlande, Thermopolis. Et Dino Agglomération était chef de file. Anne, c'est bon, tu peux changer. Donc là, on voit en fin de compte le déroulé de cette coopération. Donc en 2019, ça a été toute la structuration. Et ensuite, en fin d'année, Dino Agglomération a reçu la délégation normande et finlandaise pour signer l'accord de coopération. Et à ce moment-là, on leur a montré sur le territoire des porteurs de projets, des collectivités qui étaient très engagés, qui voulaient investir dans une chaudière bois, qui voulaient dans le futur, une fois que cette filière était structurée, avoir cette chaleur clé en main, ou aussi aller voir justement la CQNR qui était déjà structurée, mais qui n'avait pas encore toute cette capacité, cette organisation à fournir la chaleur clé en main. En 2020, donc là, ce sont les Français qui se sont déplacés en Finlande pour comprendre comment en fait ça fonctionnait, comment gérer cet espace, comment c'était vendu aux entreprises. Et puis là, il y a eu la découverte du mix énergétique où il n'y avait pas que le bois, il y avait justement des panneaux solaires, aussi bien thermiques. Donc thermique, c'est justement la chaleur. En 2021, Covid. Donc là, c'était des travails plutôt par webinaire, par visio. Et au sein de l'Union Agglomération, on avait une chargée de projet qui était anglophone et qui, elle, faisait le lien. Donc, elle faisait le lien avec les prestataires qui faisaient notre étude, car les prestataires, ils avaient 100 jours de travail pour justement faire cette étude commune entre la Normandie et la Bretagne. Et puis, bah, faire le lien avec les Finlandais pour nous aider à structurer comment ils avaient travailler avec les entreprises, avec les collectivités, avec les écoles, comment ils avaient créé ces boucles énergétiques, ces réseaux, comment ils géraient la gestion du bois, des forêts, la livraison, l'approvisionnement aux prestataires. Et ensuite, en 2022, donc là, le GAL de Dino Agglomération s'est déplacé une nouvelle fois pour vraiment concrétiser et voir comment ça se passait avec les partenaires. Là, c'était plus juste l'aspect approvisionnement du bois, mais une fois que la chaleur clé en main est fonctionnelle, en fait, comment on pérennise l'approvisionnement. Donc, les résultats qui étaient espérés et qui ont été avérés, bah, c'était pour les partenaires français principalement, bah, identifier tous ces outils, toutes ces technologies et puis la ressource qui existait sur le territoire pour structurer cette filière bois. Ensuite, comprendre en fait la ressource bois et comment on la maintient, comment on la protège, comment on la pérennise et comment on sensibilise bah, les agriculteurs à avoir des haies en fait. Comment on sensibilise aussi les acteurs locaux à arrêter de détruire les haies, mais à replanter parce que ce sont nous les haies bocagères qui fournissent en France, en tout cas le bois de chauffage. Après, comment on essaye aussi bah, de sensibiliser les territoires, donc des entreprises, des acteurs privés ou des collectivités, à, à investir dans la chaleur par des chaudières bois, biomasse. Et puis, bah, comment on fait vivre ce concept économique, en fait. Donc, et du coup, bah oui, développer un projet de chaleur clé en main. Et ça a été les résultats qui étaient escomptés et ça a été les résultats qui ont été avérés sur notre territoire. Tu veux passer, Anne? Donc, la valeur ajoutée pour nous, la coopération, d'un point de vue, bah, les compétences. Ça a été un réseau qui a été créé. Et même encore maintenant, on est en contact. Et d'ailleurs, à Isa Paris, les Finlandais viennent en avril nous voir, en fait. Donc, c'est un réseau qui est maintenu. C'est aussi des nouvelles compétences, aussi bien en interne. Les Finlandais sont très, très bons en matière de coopération. Ils ont l'habitude, ils savent gérer les fonds européens, ils savent aller s'en servir. Les Français, un petit peu moins, et les Bretons encore un petit peu moins. Comme vous voyez, nous, sur la carte, on est un petit peu excentré de tout. On n'a pas vraiment de pays limitrophes. Il n'y en a plus maintenant avec qui coopérer directement, avec le départ de l'Angleterre. Donc, c'est assez difficile pour motiver les troupes, pour motiver les acteurs locaux, les services en interne des services publics. Donc là, il y a eu justement une compétence, il y a eu une retombée très positive et nous, on a des collègues qui sont partants pour faire de la coopération et des chefs de service qui sont partants et ça, c'est vraiment un plus parce que ça s'est avéré très positif pour notre territoire.
Ensuite, l'image d'un territoire engagé. Bah, Dinan Agglomération est venu vraiment pour la Bretagne, un territoire phare pour parler de la coopération et aussi pour parler de la chaleur. Et la SIC ENR est devenue un référent euh, en matière de chaleur climat, en matière de conseils pour développer des projets de boucle énergétique, de structurer justement cette chaleur climat. On a sensibilisé les acteurs. Une personne justement de cette SIC ENR est devenue un élu du territoire, hein, et peut promouvoir les besoins de maintenir la haie bocagère, de maintenir les bocages, va chercher les différents agriculteurs pour sensibiliser. Et il y en a en fait des agriculteurs qui sont réticents parce qu'ils connaissent pas forcément les bienfaits de cette chaleur clé en main ou que bah, il faut protéger leur haies, ne pas les détruire. Et en fait, bah, de plus en plus d'agriculteurs voient que ça fonctionne et se Dinan Agglomération se charge de cet entretien. Et ensuite, on a la SIC ENR qui se charge de travailler avec ces agriculteurs et ces agriculteurs sont maintenant devenus actionnaires de la SIC ENR. Donc, il y a vraiment une relation de confiance qui s'est créée avec cette SIC ENR et avec les agriculteurs qui fournissent en fait le bois. Et en plus, bah, voilà, pour terminer le développement de ce porteur de projet, maintenant ils sont à 100 actionnaires. La SIC ENR a créé d'autres SIC, donc une SIC de formation pour former justement au métier de demain en matière de transition écologique. Elle fait partie de la réseau filière bois Quetner-Braise, qui est la réseau qui a fait l'inventaire de toutes les ressources de bois en Bretagne. Donc, elle est vraiment à l'initiative de cette filière bois. Et elle investit dans des projets de boucle énergétique citoyenne sur le territoire et aussi dans les territoires voisins en breton. Tu peux passer. Et la dernière slide, donc là, les points de vigilance, les conseils, bah, c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques petites difficultés lors de ce projet, notamment, alors c'est très important de trouver des partenaires qui soient investis et qui veulent faire de la coopération, et pour la Finlande, ça a été le cas. Ça s'est très bien passé. Mais c'est plus d'un point de vue local, les acteurs qui ont été trouvés, ont vraiment voulu participer à cette coopération, ils n'étaient pas tous liés à la filière bois, c'était beaucoup qui étaient liés avec euh, l'innovation ou alors bah, des conseils de développement, de la sensibilisation. Mais du coup, c'était très bien pour sensibiliser. Mais il n'y a pas eu assez d'actions concrètes après avec ces acteurs locaux parce que c'était pas leur compétence, le bois. Donc peut-être, voilà, essayer de déjà trouver des bons partenaires, mais après, identifier des acteurs locaux qui, après, une fois que votre projet de coopération est mis en place, euh, peut, eux, se servir de ce projet de coopération pour lancer des actions concrètes. Ensuite, identifier des espaces pour expérimenter. Donc là, la disparité entre la France et la Finlande, c'est que la France, le bois encore, maintenant, qui est fourni pour le bois de chauffage, ce sont des haies, alors qu'en Finlande, ce sont des forêts. Là, c'est encore un travail en France et en Bretagne à faire, mais pour l'instant, nous, le bois de chauffage, c'est vraiment les bocages, les haies. Donc, tout le bois qui a été vu, la gestion, bah, c'est pas la même. Ce qui a été vu, c'était une gestion forestière, alors que là, en France, c'est plutôt une gestion du bocage. Mais ça a quand même apporté des outils et ça a quand même permis à structurer la filière bois. Ensuite, identifier des ressources communes. Bah là, voilà. Nous, c'était pas le même bois du tout, c'était pas les mêmes semences, c'est pas du tout le même climat, mais ça n'empêche que les Finlandais étaient les plus avancés pour structurer une filière bois. Et puis la langue. Donc, il y a eu quelques petites problématiques de langue parce que parmi des personnes qui se sont déplacées en Finlande, ne parlaient pas du tout anglais et certains Finlandais ne parlaient pas du tout français. Donc, déjà, pour créer des relations, des synergies, bon, bah, ça peut être compliqué, mais on avait, nous, dans notre équipe, et notamment les personnes qui se sont chargées de ces études et en interne au sein de Dino Agglomération, des anglophones. Mais c'est pas tout le groupe qui parle anglais. Après, il y a eu des frais de traduction, mais c'est vrai que ça casse quand même une petite synergie. Les conseils que je pourrais vous donner et que je donne justement à ceux qui font de la coopération, il faut pas vous entourer de partenaires qui doivent faire de la coopération. Là, c'est vrai que j'ai vu que Pays de la Loire, ils doivent faire de la coopération, ils doivent dédier 1%. Bah oui, mais il faut vous entourer vraiment de partenaires qui veulent faire de la coopération et que vous savez qu'ils vont être organisés, sinon ça va être long. Car déjà, nous, les Français, on est très bons pour avoir de l'administration plus, plus, plus. Donc, si en plus, vous devez toujours aller chercher vos partenaires, même en tant que chef de file, et vous assurer qu'il ait bien fait ses missions, bah vous perdez la motivation, vous-même vous êtes fatigué, les délais sont encore plus longs et du coup, quelle est la plus-value vraiment de votre coopération?
Donc, cherchez vraiment des partenaires qui sont convaincus, organisés et vous savez qu'ils travaillent bien. Qui travaillent bien. Et le deuxième, bah, c'est une feuille de route. Tout est calé et c'est ce que Séverine disait, c'est pas au chef de file de tout faire, mais vraiment quelles sont les missions de chacun. Faites-vous un rétro-planning. Ça peut être Trello, ça peut être tout simplement un Excel avec des dates butoirs. Est-ce qu'on peut se faire des points? Est-ce que c'est compliqué pour tel porteur de projet parce que c'est les vacances, parce que il en avait, parce que X raison? Est-ce que ça peut pas être basculé à quelqu'un d'autre? C'est vraiment un travail commun et se dire est-ce que cette mission, tu continues à le faire? Est-ce que c'est sur quelqu'un d'autre? C'est un travail collectif et c'est pas au chef de file de faire tout. Il doit juste veiller, en effet, mais c'est essayer d'optimiser la part de chacun et aussi les envies. Qu'est-ce que les partenaires ont envie de gérer ou pas? Et cette feuille de route, ça peut être un tableau Excel, mais ça peut être aussi un Word après qui est en Drive et qui est partagé à tout le monde et vous mettez, voilà, où est-ce que vous en êtes. Et je pense que ça, c'est ce qui permet d'alléger la coopération et d'essayer de dédramatiser. Et je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup, Myriam, pour cette présentation de ce projet de coopération transnationale, hein. On voit que finalement, il y avait une problématique locale vraiment fortement identifiée. On commence avec une action locale, cette étude, et puis ça s'est transformé en projet de copé transnat qui en plus fait des petits maintenant au niveau local. Donc là, on a vraiment un autre exemple vraiment de comment la coopération elle est au service de la stratégie vraiment locale. Bon, j'aurais plein de alors, il y a des questions déjà, donc alors vous pouvez évidemment, je vais prendre d'abord les questions du chat, hein, donc pour Aurélien et Myriam. Donc bonjour, mon micro ne fonctionne pas. Ah non, ça c'est pardon, je suis. Je vois pas les questions. Si si. Alors merci. Ah bah non. Quand non concrètement tirer les partenaires finlandais. Ouais. Alors, du coup, les partenaires finlandais, c'était eux plus la sensibilisation et l'organisation sur les territoires. Nous, c'est très structuré, collectivité. Eux, beaucoup moins. C'est beaucoup des partenaires hein, privés, des entreprises. Et eux, ils voulaient voir justement ce côté public. Comment les collectivités sont investies, comment ils peuvent créer des boucles de réseau énergétique avec tous les bâtiments communaux, ce qui existe beaucoup moins. Et toutes les actions de sensibilisation et les méthodologies que les Français avaient développées pour les écoles principalement et les élus. C'était plus ce côté-là. Après, oui, d'un point de vue technologique, c'était plus intéressant pour eux de voir à quel point ils étaient très avancés comparés à nous, les Français. Il y a une deuxième question pour toi, Myriam. Comment avez-vous trouvé ces partenaires finlandais? Bah, c'était justement sur le réseau NRD, donc la plateforme européenne. C'est eux qui avaient mis une offre de coopération. Donc d'abord, c'était en interne, c'était avec la SIC ENR et Dinan Agglomération où il y a eu des réflexions et il y a eu vraiment cette envie d'aller pérenniser cette filière bois et de trouver de développer les projets clés en main. Euh, bah, le gars de Dinan Agglomération a regardé sur ce réseau européen s'il n'y avait pas eu déjà une offre de coopération et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait le Gal de Fin. Donc, on vous donnera hein, la nouvelle adresse de cette plateforme, voilà, qui n'est pas tout à fait encore en ligne, mais on vous montrera le lien tout à l'heure, dans quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions maintenant de vive voix? Je ne vois pas d'autres dans le chat, que ce soit donc pour Aurélien sur le projet de tourisme ornitho, ou alors pour Myriam, quels étaient les livrables de ce projet de coopération? Un rapport, une étude, point d'interrogation. Alors, il y a une étude commune entre le GAL de Normandie, les PNR boucle de Seine normande, et puis le GAL de Dinan Agglomération. Donc ça, c'était l'étude commune, et ensuite, il y avait quand même une publication et un site internet. Ah, mais je vois que nous avons le partenaire de Seine-Normande, Karine Lecroc. Peut-être que vous pouvez compléter du coup. Ah bah oui, parfait. Ah, est-ce que Karine... Bon, C'était pas à Tours plutôt, Karine, le congrès? bon. Bon, Ah, c'est c'était possible. en Ah, voilà. Val-de-Loire. C'est possible. J'avoue, c'était pas moi à ce moment-là sur le début de la coopération. Donc oui, c'était peut-être à Tours. Mais je sais que mon prédécesseur, oui, avait fait connaissance du GAL de Dinan à ce moment-là. Et c'est comme ça que le début de la coopération a vu le jour, au moins entre les deux GAL français.
Ah mais oui, ben non, mais c'est à Tours. Vous parlez du congrès de Tours. Oui, oui, des secondes rencontres nationales leaders à Tours. Oui, oui, c'était à Tours juste avant le Covid, je me souviens très bien. Oui, oui, il y a eu pas mal de projets de coopération qui sont nés d'ailleurs pendant ces rencontres. J'ai un autre exemple, donc. Exactement. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit donc pour Aurélien, que le tourisme ornitho, Myriam, sur la COP 35, que ce soit sur le contenu, sur les modalités, n'hésitez pas, ils ont mis les mains dans le cambouis, donc si je puis dire, voilà, donc Oui, moi je veux Olivier Rell là pour Vitry Communauté. Donc on essaye de monter un projet de coopération sur la Régalante en fait, qui est une opération de piste cyclable sur le comment la du V9, Mont, non? pardon? La V9? La V9, tout à fait. Et donc du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas toujours si évident à coordonner en fait les différents partenaires, parce qu'on a Fougères Aglo, on a plusieurs partenaires en fait, et on n'est pas toujours en même temps. Donc même si on a un chef de file qui est la destination touristique des Portes de Bretagne. Et c'est vrai que on est en train de coordonner, de faire un cahier des charges, etc. Mais c'est pas toujours évident. Je trouve que la difficulté, c'est en termes de timing entre chacun des partenaires, quoi. Je sais pas comment ils ont commencé les autres, les deux projets qu'on a vus tout de suite là. Quelle est leur difficulté par rapport à ça, quoi? Qui a été? Bah, je peux répondre du coup, vu qu'on est bretons tous les deux Ouais, tout à fait. et qu'on a du coup en fin de compte la même autorité de gestion et organisation. C'est très long. Ça, je vais pas te le cacher. Du coup, je te tutoie parce que je te connais. Je vais pas te cacher. Et comment ça s'est organisé? C'est vraiment un comité de programmation d'en parler d'abord. Est-ce que ce sont des pistes? On structure, on trouve le GAL partenaire ou les territoires qui sont partenaires, soit parce que ça a déjà été sollicité, on nous a déjà évoqué, donc on en parle au comité de programmation, soit c'est une piste qui a été définie par le comité de programmation. Et après, on essaye de trouver le GAL partenaire. Et puis, faut essayer en effet, que les services se rencontrent. Voilà, Car donc c'est ça, c'est plutôt après. Nous le GAL, les GAL, enfin le GAL, on l'a, on a les partenaires, etc. Mais c'est plutôt après dans la coordination des différents timings, quoi, parce que chaque bah, euh, chaque euh, chaque structure a des difficultés dans le sens où les marchés publics sont pas les mêmes. Enfin, c'est pour ça qu'on est en train de coordonner par rapport à ça, quoi. nous, on est en train de faire une coopération avec un autre GAL voisin, donc breton aussi. Et en fait, les deux services de marché public vont se coordonner pour ensemble faire ce groupement de commandes ou pour ensemble essayer d'être raccord sur le D'accord. contenu du marché public. Et c'est vraiment les techniciens qui doivent apprendre à travailler entre eux, hein. D'accord. Et il faut faire des rencontres ou des visios. Et puis, justement, le rétro-planning dont je parlais, il y a la gestionnaire, vous l'entendez, elle dit oui, oui. C'est elle qui était là, qui faisait ça aussi. Et il faut que vous fassiez un rétro-planning avec des dates butoirs, des dates de mi-parcours, quand est-ce que vous donnez les livrables, donc là, par exemple, le marché public, quand est-ce que vous vous rencontrez. Il faut maintenir une cadence. Et c'est vrai qu'il faut continuer à travailler ensemble et toujours rendre compte à votre supérieur ou à votre comité de programmation pour vous assurer que ça avance et que vous savez où est-ce que vous allez. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi, c'est long. Et ce que disait Aurélien, plus vous avez de partenaires, plus c'est compliqué parce que vous n'avez pas du tout les mêmes délais de décision. Alors, je vais redonner la parole à Aurélien peut-être pour compléter, mais juste sur la coopération transnationale notamment. Euh, je pense aussi qu'il faut vraiment se rencontrer et ne pas mettre sous le tapis certaines discussions ou quand on n'est pas sûr d'avoir bien compris parce qu'on est tous dans le European English.
Voilà, et de se dire, on est dans la salle, qu'est-ce qu'on veut? Par exemple, si on veut travailler sur le contenu d'un cahier des charges, il faut vraiment, j'allais dire, prévoir des séquences de travail, pas juste d'échange. Et quand je dis de travail, vous pouvez, avec un animateur qui va vous aider, un animateur, ça peut être votre collègue, ça peut être, mais qui va vous aider vraiment à co-construire ensemble aussi. Parce que c'est vrai que ça peut vite, dans la coopération transnationale, de par la langue souvent, on peut, on est peut-être plus approximatif parfois, et du coup on peut dire oui, bon, je pense avoir compris, et puis après, ben, on se voit pas pendant 3 mois, donc s'installe un peu un malaise ou une incompréhension, on va pas dans la même direction. Donc, faut vraiment prévoir dans les temps de rencontre des temps de travail, mais de co-construction, je pense. Voilà, et je pense que ça c'est aussi un point important pour éviter des incompréhensions et pour gérer aussi les différences des partenaires, pour gérer aussi voilà, les différences d'expérience et différentes visions, qui font la richesse d'un projet. Mais si on veut justement bénéficier, vraiment prévoir des temps de travail et pas seulement de visite ou d'échange, quoi. Il y a vraiment un moment, faut peut-être en groupe plus réduit, un moment en se disant, bon, ben voilà, on se prend 2 heures pour rédiger le cahier des charges. Et je vais donner la parole à Aurélien. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à dire en plus de ce qui a déjà été dit, mais ouais, répéter, je l'avais déjà dit dans le premier. On est sur des mécaniques qui sont assez complexes, donc enfin, essayer de tout anticiper, c'est jamais possible, mais du coup, faire des points réguliers, et moi, je l'ai redit tout à l'heure, le plus possible, essayer d'associer le comité de programmation, les techniciens d'égal, ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, on a mis systématiquement dans la boucle l'autorité de gestion, voir où on en était, sur les procédures, parce que il y a des territoires où certains justificatifs passaient, et puis sur d'autres, ils n'étaient pas assez pointus. Et nous, je vois, enfin, on était les seuls, on est sur 11 GAL. Par exemple, nous, notre autorité de gestion a appliqué une pénalité sur le marché public. Alors, sur tous les autres territoires, c'était bon. Ils ont estimé que le délai de publication de l'offre était pas forcément suffisant alors qu'il y avait un mois. Et du coup, on a pris 25% de pénalité sur le délai de marché public. Mais il convenait à tout le monde. Et ça, on a beau négocier. Ça a été la surprise au moment du paiement. Alors, à l'instruction de la demande d'être salée, et puis finalement, au moment du paiement, ils ont revu un peu le marché public. Franchement, des galères, il y en aura. Elles sont pas toutes prévisibles. Alors ouais, on a touché un petit peu moins de FEADER que ce qui avait été prévu, hein. Je vais être transparent sur la question, mais pour ça, moi, associer l'autorité de gestion, voir ce qu'ils attendent comme justificatif, parce que selon les régions, c'est pas du tout les mêmes choses. Il y en a une ou deux pièces, ça va. Les autres, c'était trois devis. Et puis, les devis étaient pas assez détaillés. Ou même sur le cahier des charges, ça allait pas. Enfin, ouais, on a passé notre temps à refournir des justificatifs. Et c'est pour ça que je le disais. Enfin, c'est aussi un peu le boulot de coordination du chef de file où c'est toujours un peu s'assurer que tous les acteurs, tous les partenaires jouent le jeu et que ça aille dans le bon sens, parce que sinon, à la fin, on peut on peut avoir vraiment de mauvaises surprises. Enfin, ça dépend vraiment des autorités de gestion. Je sais que nous, en région de France, on a une autorité de gestion qui est très carrée, très pointilleuse, pour pas dire trop. Je vais rester prudent, mais voilà, on a toujours eu, enfin, et plus le projet, plus on a de dépenses, plus il y a de partenaires, plus il y a du volet individuel dans chaque truc. Donc, il faut essayer de tout verrouiller, même quand on a essayé de tout verrouiller, tout débloquer en amont par un défrichage de presque un an, hein, en amont, on a quand même des surprises à la fin. Donc, moi, je sais que sur le paiement, au moment du paiement, bah, on n'a pas touché l'intégralité du FEADER. J'ai pas fait le retour complet avec les autres territoires, mais je suis à peu près certain que ça arrivait aussi sur tous les territoires. Voilà, les justificatifs conviennent pour certaines autorités de gestion, d'autres non, donc il faut repréciser des pièces. Il y avait les délais de conventionnement, alors là, je crois que ce sera encore le cas en début de programmation. Peut-être un autre conseil, temporiser un peu pour lancer les projets de coopération, parce que je vois, nous, en région de France, on doit être seulement 6 territoires conventionnés, mais à la fin, on doit être 20 GAL. Et du coup, on peut initier tous les projets de coopération qu'on veut. Il y en a qui seront pas en mesure d'engager des dépenses ou de commencer le projet. Donc, c'est assez compliqué. Il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas une vérité parce que ça reste leader et que dans l'administratif français, c'était compliqué. Donc peut-être que, alors nous, on avait fait aussi, pour rebondir sur notre projet, mais on a fait d'autres projets de coopération. C'est bien aussi pour les membres du comité de programmation et d'autres territoires de voir comment ça se passe avec les autres pays membres de l'Union européenne. On avait coopéré également avec la Finlande et une autre fois avec la Belgique.
où on voit qu'ils n'ont pas du tout les mêmes mécaniques, où on a l'impression que tout est plus facile sur Leader, mais du coup, ça permet de faire remonter certaines difficultés sur nos AG, de mobiliser nos membres du coprog en se disant, mais ouais, en fait, leader, ça peut être bien parce que des fois, ça a un peu mauvaise presse ou c'est complexe, on met trop de temps, mais c'est aussi l'avantage de cette coopération de faire un partage d'expérience et de capitaliser sur ce qui peut être fait ailleurs. Alors, bon, ça fait plusieurs fois qu'on fait sur leader. À chaque fois qu'on demande de la simplification, j'ai l'impression qu'on nous rajoute, qu'on comprend l'inverse, mais voilà, c'est assez complexe, mais il faut tenir bon et ça se fait, mais il y aura, je pense, à la fin, toujours quelques petites surprises. Moi, je pars dans cet état d'esprit maintenant de me dire, bon, on essaye d'être le plus carré possible et même en étant le plus carré possible, eh ben, on dépend toujours de nos AG, d'un service instructeur qui peut avoir une vision différente. C'est pour ça que les associés, dès le début et au fur et à mesure, d'envoyer le plus de justificatifs en disant on espère faire ça, j'ai tel justificatif, et si en amont ils peuvent eux y regarder, nous on a de la chance, c'est qu'ils ont également coopéré vachement avec nous. Ils nous disaient bah voilà, tel type de justificatif il nous convient pas, et on le revoyait collectivement. Et puis, mais bon, on a quand même eu des surprises à la fin. Ok, merci, hein. C'est aussi la réalité aussi de la vie d'un projet, hein. Donc il s'agit aussi de montrer ça. Donc des surprises en effet, mais aussi des surprises positives dans les impacts, hein. On l'a vu avec des choses qui sont bien allées bien au-delà. Il y a une question donc a priori attendez. J'ai une question. Audrey, tu voulais prendre la parole? Oui, merci. Vas-y. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, parfait, merci. Oui, en fait, je me pose une question parce que là on développe pas mal comment fonctionner quand on a un projet. Et en fait, moi, la problématique que j'ai, c'est que j'ai été contactée par une porteuse de projet sur une thématique artistique avec de l'itinérance dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait correspondre s'il y a d'autres gars qui sont intéressés pour y aller. Mais peu après, on a été contacté par les personnes qui gèrent le projet alimentaire de territoire, qui ont des difficultés avec le retrait d'aide de l'État notamment. Et donc, on a fait une réunion avec elle et puis des animatrices de deux autres GAL pour voir s'il y a des actions qui pourraient être soutenues dans le cadre de la COPE, si ce serait possible de se mettre en lien aussi avec les PAT voisins pour faire des choses ensemble, que ça pourrait avoir un intérêt. Et ça, c'est un projet qui remporte l'adhésion de ma présidente de GAL et qui, je pense, parlera au monde du GAL. Mais je viens également de recevoir à l'instant un mail d'un autre porteur de projet, qui est une SIC d'ailleurs. Ça fait un peu écho à un projet qu'on a eu aujourd'hui, dans l'urbanisme, et qui aimerait développer un partenariat avec d'autres territoires en France sur la question de l'adaptation au changement climatique des communes rurales. Et voilà, c'est une structure qui a connaissance des fiches actions de Mongal, et du coup qui me demande si ça pourrait relever des axes d'intervention de la COPE. Et donc, avec tout ça, voilà, moi, j'ai l'impression que c'est trois projets qui ont de toute façon de l'intérêt et sur lesquels il y aurait des partenariats à trouver. Donc, comment est-ce que je sollicite éventuellement les membres du GAL à ce sujet pour savoir qui est-ce qu'on accompagne est-ce qu'il y a des questions de qu'est-ce qui répond plus ou moins à la stratégie déjà inscrite dans la convention qu'on a avec l'autorité de gestion? Est-ce qu'il y a des questions de porteurs qui sont mis en lien, enfin d'antériorité de la mise en lien avec nous? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est possible que simplement ma présidente statue et dise on y va? Enfin voilà, qui décide comment en fait dans ce genre de situation? Aurélien, il a Merci. l'air motivé pour se répondre. Ouais, répondre. Alors, moi je te conseille, enfin, décides de rien toute seule, même ta structure porteuse, enfin, c'est le comité de programmation qui se prononce. Le mieux, c'est peut-être d'arriver, tu présentes tes trois sollicitations. Peut-être qu'ils vont décider, nous, ça nous est déjà arrivé, de répondre à trois projets de coopération différents et de se dire, bah voilà. Et après, tu choisis les masses financières que vous mettez par projet. Mais je pense qu'il faut laisser le comité de programmation, se positionner, être transparent sur les différentes sollicitations. Peut-être qu'ils seront pas tous retenus. Et puis, il y a forcément alors nous, c'est écrit dans nos fiches actions, dans nos conventions, que le lien entre les projets de coopération et la stratégie du GAL doit être évident. Donc, si t'as pas de fiche d'action ou si relatif au changement climatique, ça va être compliqué à mon sens de mener un projet de coopération. Mais il faut
pour moi, tu les présentes à ton comité de programmation et puis tu auras déjà un aiguillage, un premier arbitrage, quitte à le réaiguiller techniquement. Il faut ce qu'on appelle, nous, on fait sur le territoire des avis d'opportunité. On dit, voilà, on est telle sollicitation, tel projet, tel projet, tel projet. Lequel vous intéresse? Est-ce qu'on priorise? Est-ce qu'on y va dans tous? Est-ce qu'on privilégie un seul? Ça, c'est vraiment une décision, à mon sens, qui doit être collective et sinon, ça pourra se retourner un moment contre toi. Il faut que ce soit, faut être transparent sur ces questions-là, à mon avis, quoi. Et si je peux ajouter quelque chose, nous, pour Dino Agglomération, on était, comme toi, Audrey, on a été pas mal sollicités. Et moi, je rejoins Aurélien, on ne pouvait pas prendre la décision. Et ben en fait, j'aurais fait un sondage, un peu, enfin un sondage comme ce qu'on a eu ce matin, un brise-glace, avec plusieurs thématiques de coopération, sans leur dire pour lesquelles j'avais déjà été contactée pour des pistes. Et je leur ai demandé de m'en prioriser trois. Et en fait, c'était les trois pour lesquels j'avais reçu des demandes de coopération. Et ben du coup, je me suis dit, bah voilà, hop. Et je n'ai pas eu besoin de justifier parce que ça venait en même temps de leur part. Et je leur ai dit, bah moi, j'ai été contactée par tel porteur de projet, j'en ai des publics et des privés. Est-ce que ça vous semble pertinent, sachant que vous venez de justifier que c'est une priorité pour vous, telle thématique, est-ce que ça vous semble pertinent de travailler et de se lancer vers tel type de coopération? Et du coup, tu as tout légitimé. Donc, ça peut être une autre solution aussi. Tout à fait, je ne peux que adhérer à ça. Je vois qu'il y a une main levée et avant, une remarque, je vais juste faire le commentaire. Il faut ensuite prendre en compte les moyens humains. Alors c'est vrai, sachez aussi que certains GAL, par exemple, alors d'abord que les RH sont éligibles Aux dépenses. aux dépenses à la coopération. Et certains GAL ont du coup, avec parce qu'ils engageaient plusieurs projets de coopération, ont même pris un chargé de mission coopération à temps partiel, ou voire même qui s'est après, qui a développé d'autres types de coopération dans la structure porteuse du GAL et même qui est devenu un plan dont je ne sais pas si Pyrénées, Pays Méditerranée, j'ai vu qu'ils s'étaient connectés, sont là, mais c'est souvent l'exemple dont on parle. Pierre, est-ce que tu es là? Non, il est peut-être parti pour expliquer la. En tout cas, voilà, plus on prend de projets, plus ça amène aussi voilà, ça a pu créer des recrutements hein, dans certains GAL. Hein, voilà. Donc, bon. Monsieur ou Madame Aguerre, il y a la main levée. Je vous donne la parole. Et je vous Oui, laisse bonjour. expliquer. Ouais, j'essaie de mettre ma caméra, mais Cécile Laguerre, je suis animatrice depuis un an, donc nouvelle animatrice sur le Pays Basque. Et donc on est en train de se poser la question justement de quoi faire de notre enveloppe de coopération. On n'a pas de sollicitation pour le moment, mais on voudrait poser la question s'il y a des sujets qui peuvent intéresser. Nous, on en a quelques-uns au niveau technique, en tout cas. Mais ma question, c'était, une fois qu'on a identifié une thématique, comment on fait pour trouver des partenaires? Parce que j'ai l'impression que dans ce qui a été présenté, là, il y avait la plateforme, il y avait le réseau existant. Voilà, moi, je viens d'un autre monde où j'ai un réseau, mais des fois, il y a peut-être des thématiques où ça vaudrait le coup de sortir du réseau qu'on connaît déjà pour aller trouver des territoires plus intéressants. Et voilà. Alors, rapidement, C'est parce ça ma que question. Comment faire pour trouver voilà. des territoires au niveau national et aussi international, pourquoi pas? Alors, au niveau déjà européen, il y aura le réseau européen. Alors, ils n'ont pas encore mis en place, mais on a prévu, on a une slide là tout à l'heure où vous aurez le lien vers la page. Mais pour l'instant, ils n'ont pas remis en place l'outil, mais vous pouvez au moins transmettre une annonce de coopération via un mail pour l'instant. Ensuite, au niveau national, vous avez les journées nationales leaders. Alors, les prochaines devraient se passer en 2025. Mais voilà, qui sont des grandes rencontres qui réunissent les GAL à l'échelle nationale et qui mobilisent d'ailleurs aussi un peu de certains Européens. Après, n'hésitez pas aussi à mobiliser. En fait, il y a des. Alors, ensuite, on y reviendra aussi, la cellule ATMAC avec l'appui personnalisé de la cellule ATMAC qui est à votre disposition et qui est mise à disposition donc par le ministère de l'Agriculture et le Réseau national Agriculture et Ruralité. On y reviendra aussi également tout à l'heure. Et puis après, il y a les membres de Vogal qui ont chacun respectivement aussi qui peuvent avoir potentiellement leur propre réseau parce qu'ils font partie du Oui. sais pas, voilà. Ça aussi, c'est des pistes à ne pas oublier. Voilà. Euh, Voilà. Et en effet, quand je disais la cellule ATMAC, l'appui personnalisé,
qui est apporté par, en ce moment par nous, mais il y aura une autre, mais peu importe l'équipe en fait, et les équipes mobilisées pour le faire, on dispose tous de réseaux à l'échelle nationale, européenne, voire même des fois dans certains pays tiers. Et donc, on peut vous faciliter ça en vous mettant à disposition aussi ces réseaux. Vous avez aussi à l'échelle internationale le réseau, par exemple, des lycées agricoles. Vous pouvez aussi avoir ce type de structure. Après, ça dépend des thèmes, hein. Mais je veux dire, les acteurs de vos territoires, et notamment les acteurs thématiques, ils ont souvent un réseau qui va au-delà des Oui. frontières du territoire. Donc, n'hésitez pas aussi à les mobiliser. Voilà. Ouais. Pour compléter ce que dit Séverine, dans les approches, quand vous voulez initier la coopération, quand vous voulez mettre en place la coopération, n'oubliez pas deux choses. C'est un, en fait, il y a plein de ressources locales, qu'elles ce soit des connaissances linguistiques, des contacts, des réseaux. Mobilisez vos acteurs. C'est vrai que quand on invite à travailler avec les membres de votre comité de programmation ou les membres de votre GAL, si vous pouvez plus largement sur ces sujets-là, il est intéressant vraiment de les mobiliser, d'identifier ce qu'ils connaissent comme partenaires pour pouvoir justement faciliter ces prises de contact quand vous avez un sujet que vous souhaitez développer. Et puis aussi, le fait de savoir quelles sont les ressources linguistiques que vous avez sur le territoire, ça va vous aider aussi à orienter un peu vos recherches, notamment par rapport aux recherches de partenaires de d'autres pays. Et puis, pour tout à l'heure, vous parliez des besoins humains. N'oubliez pas, et c'est important, c'est que vous, en tant qu'animateur ou gestionnaire, vous ne devez pas porter à vous seul la coopération. Vous êtes certes la petite main, on va dire, et celui un peu qui aide, mais ce qui fait ce qui fait que vous allez tenir dans le temps, c'est aussi que vous allez avoir une équipe localement qui va être mobilisée autour de la coopération. Et cette équipe, il faut que vous puissiez idéalement en fait mobiliser des membres du comité de programmation, mais aussi d'autres acteurs de votre territoire. Et c'est important que vous ne soyez pas identifié comme la seule personne, parce que c'est aussi une des expériences qu'on a, c'est que quand on a des changements pour diverses raisons de la personne au niveau de l'animation leader, on peut perdre la main sur la coopération parce qu'il y a plus ce relais. Donc c'est important d'identifier que oui, il y a des besoins humains, mais en fait, vous avez des moyens humains disponibles localement. C'est juste qu'on n'a pas obligatoirement la recherche, on ne pense pas à rechercher ces acteurs-là. Et puis, tant que je suis, deux dernières choses par rapport à vos questions. Il est intéressant, si vous n'avez pas la connaissance, c'est vraiment de regarder un peu tout ce qui est méthode de projet, parce que ça aide bien pour réfléchir comment on travaille son projet de coopération. Les outils de méthodologie autour des gestions de projet peuvent vous aider au niveau de l'organisation. Après, nous, on pourra vous renvoyer des ressources, hein. Il y a pas mal de ressources qui ont été créées au fur et à mesure des années. Et puis, au niveau du vocabulaire, tout à l'heure, vous parliez Séverine parlait de l'importance de bien se comprendre. Dans les exercices un peu brise-glace, co-connaissance, que ce soit avec des partenaires de votre territoire, partenaires français ou étrangers, il est important de bien prendre un temps pour dire qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot important de la coopération, de faire cet exercice. Le mot coopération à lui seul, déjà, a différentes approches en fonction de votre culture. Donc, de se dire qu'est-ce qu'on met derrière la coopération, c'est important et c'est vrai pour n'importe quel sujet. Ce temps-là qui peut sembler non nécessaire, surtout quand on parle avec d'autres francophones, mon avis, l'expérience montre que c'est un temps important parce qu'il évite les mésententes et les incompréhensions qui peuvent surgir après. Voilà, donc c'est quelques petits outils méthodos, ou réflexion méthodo. Merci Anne. Julien, tu as levé la main. Puis après, il faudra qu'on finalise quand même parce que l'heure tourne. Oui, merci. J'avais levé la main, mais en fait, je crois que l'intervenante juste avant avait un peu parlé de ça. Moi, je trouve c'est un petit, un petit coup de gueule, pas vraiment, mais je trouve que quand même la programmation est lancée, que la plateforme européenne n'ait pas été encore mise en route pour pouvoir déposer des offres de coopération par Arrête, ça me EU déprime. Cat Network. Je trouve ça complètement fou. C'est-à-dire que nous, on râle contre les AG qui peuvent mettre du temps à se mettre en route. J'ai l'impression que la France est en retard par rapport à d'autres pays, mais que le réseau européen n'est pas encore une plateforme pour déposer des offres et aller regarder les offres des autres. Moi, je trouve ça complètement dingue. Euh, à un autre niveau, quand on regarde le site du réseau rural national du renard, il n'y a pas grand-chose non plus. Alors, je suis allé regarder juste avant quand même pour pas dire des bêtises. Il y a une offre récente, mais toutes les autres datent de 2020.
Voilà, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être mis en avant et qui pourrait être dynamisé. Je pense que j'ai vu qu'il y a certaines personnes du réseau rural qui étaient présentes aujourd'hui. Voilà, ce serait chouette que ce réseau serve à ça aussi. Voilà. Et petite précision aussi, on n'y pense pas toujours, mais les villes ont parfois des partenariats, ont parfois des parrainages. C'est pas des parrainages, mais comment dire, Des euh, jumellages. des, voilà, avec d'autres villes dans d'autres pays, et ça peut être aussi un point d'appui pour aller chercher des partenaires. Tout à fait. Et de même, vous avez vos régions respectives, voire même certaines collectivités qui ont un bureau de représentation à Bruxelles et qui peuvent aussi être des relais. Hein. Tout ça, c'est des relais ou vos centres Europe Direct aussi parfois. Voilà. Camille, et après, je serai obligée d'arrêter les questions pour qu'on puisse finaliser les derniers et finaliser sur quelques derniers mots. Camille. Oui, bonjour. Alors, juste, j'ai une petite question. On parlait justement un peu des dates, des calendriers, et en fait, je m'aperçois. Alors, moi, je connais rien du tout sur la coopération. C'est la première fois même qu'on a un programme leader sur notre territoire. Et donc, moi, j'ai une question au niveau des calendriers, parce que je vois que la plupart des projets, ils ont mis au moins 3, 4 ans à se mettre en place. Et du coup, enfin, est-ce qu'il faut déjà, dès maintenant, se poser la question en se disant, bon, bah, on commence des projets de coopération? Parce que nous, voilà, on a, avec toute comment dire, la mise en place du leader, on n'a pas du tout réfléchi une seule seconde à la coopération. Je vois qu'on est déjà en 2025, officiellement fini en 2027. Est-ce qu'il faut déjà un peu s'inquiéter? Ou on peut se permettre de commencer un projet de coopération un peu plus tard, mais du coup, il dépassera la date de fin de programmation de ce programme leader. Bon, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Néanmoins, moi, ce que Ok. je dis, et ça reboucle avec mon intro, je vous invite à pas attendre la fin de la programmation pour faire la Mm. copé. Parce que comme on disait au début, la copé, c'est un outil au service de votre stratégie. Elle peut vous aider dès maintenant à débloquer. On voit bien là dans les exemples qui ont été donnés que finalement, de faire de la projet de coopération, après, ça fait des petits. Ça a Mm. donné lieu à des projets locaux qui se sont développés aussi. Donc, vous pouvez peut-être des fois commencer sur un thème de votre stratégie avec une copé transnat pour débroussailler, ou une coopération, peu importe, une coopération qui va du coup entraîner une dynamique qui va vous permettre de tester des choses et ensuite ça donnera lieu à des projets locaux. En fait, il n'y a pas d'ordre. Alors c'est vrai que souvent on se dit voilà, j'ai déjà moi mes élus me demandent déjà de faire du local et puis on verra après pour voilà pour la copé qui est un peu le joujou etc. Mais si vous l'abordez vraiment comme un outil au développement, il n'y a pas un timing, un bon ou un mauvais timing. Après moi je vous dis juste attendez pas la fin pour faire de la copé. Après dans la coopération là, on a des projets quand même bien structurés avec des partenaires, assez plusieurs partenaires, La etc. réunion sur les dates. Il peut il peut y avoir des partenariats il peut y avoir, attendez, je désactive le micro. Voilà, il peut y avoir des partenariats de plus petite envergure, des plus petits projets. Moi, je me souviens, on avait accompagné, ils étaient un grand nombre de partenaires, mais on était en fin de programmation et on a fait un petit projet qui était une petite action commune sur 1 an et demi, voilà, qui s'est terminé et ils se sont dit si ça se passe bien, bah, dès la nouvelle programmation, on pourra se lancer dans un projet de coopération, voilà. Donc J'ai l'impression quand même que on a quand même ça prend du temps quand même pour mettre oui, en place. alors ça prend du temps. Bah, ça prend du temps si vous êtes nouveau, si vous connaissez pas vos partenaires, etc. Moi, Ouais. je travaille avec des territoires qui coopèrent avec les mêmes territoires depuis 10 ans. Bon, maintenant ils se connaissent, donc déjà il y a toute cette phase de compréhension des contextes et tout ça. Voilà, ça dépend. Ça prend du temps, surtout si vous voulez vous inscrire dans une coopération de longue durée avec des perspectives, un premier projet qui pourra donner lieu peut-être à un second, etc. Prenez le temps de le faire. Vous pouvez faire un projet très rapide, hein, mais moi, j'y prenez le temps de le faire pour le faire bien, pour poser les bonnes fondations à votre projet de coopération, pour que vous ayez une coopération qui a un impact sur votre territoire, comme on l'a vu avec les deux témoignages précédents. On voit que c'est des projets qui ont été co-construits, c'est pas, voilà, qui n'ont pas été écrits sur le coin d'une table et puis hop, je vais chercher un partenaire et puis hop, voilà, c'est des projets qui ont été co-construits, qui sont Non, mais basés. même en faisant la co-construction, c'est ce qu'on Ouais. est en train de faire nous Mhm. sur le cahier des charges. Ouais. On voit quand même que c'est assez complexe quand même. Oui, bah, je vais pas vous, ça prend un peu plus de temps, mais si vous le faites bien, l'impact sera 2 fois plus fort qu'un Ah, projet bah, bien purement sûr, local. Donc bien c'est ça. évidemment, Ouais. bien évidemment.
Et je propose quand même peut-être, Anne, qu'on diffuse la dernière slide parce que je tiens à vous dire après tout ça, parce qu'on dit aussi que c'est compliqué, mais à la fois vous n'êtes pas tout seul pour le monter. Je voudrais qu'on finisse sur cette note positive. On va présenter, ça me permettra en même temps de répondre à la question ça nous permettra de répondre à la question. Il y a des outils méthodos qu'on va vous présenter. Enfin, on a mis un lien. Et à Michael Blon qui dit, j'ai du mal à cerner ce qui relève d'une coopération de ce qui relève d'un simple projet transgal qui ne rentre pas dans la Bah, en fait, c'est à vous de choisir. Vous pouvez, en fait, c'est ce que je disais au début, un projet de coopération, ça peut être juste une étude commune pour mutualiser des coûts. Bon, bah là, officiellement, ça peut être une coopération. Moi, je trouve, pourquoi utiliser la coopération pour faire juste ça, alors que si en plus de l'étude, vous faites, je sais pas, des ateliers intergal pour voir comment vous l'appropriez, enfin voilà. En fait, c'est à vous si vous voulez une coopération qui a un vrai impact territorial, eh ben faites un bon projet qui aille au-delà, j'allais dire, juste d'une mutualisation, même si la mutualisation est un super apport, hein, mais voilà, on voit bien, même dans l'exemple au tourisme ornitho, ils n'ont pas juste fait une étude en commun, ils sont allés au-delà. Voilà. Et en effet, et après, il y a aussi une interprétation, et je vois que Clémentine le dit, donc de l'AG. On passe rapidement. Je te laisse, ouais, vas-y Anne. Alors, donc pour le coup, au regard de toutes vos questions, donc nous, on voulait vous rappeler, c'est qu'il y a un accompagnement qui est mis en place auprès des territoires leaders pour vous aider justement dans la mise en œuvre, le lancement, l'initiation à la coopération. Alors cet accompagnement est à plusieurs niveaux, mais notamment au niveau national, il est proposé donc une cellule d'appui à la coopération. Donc c'est à ce titre d'ailleurs que on a organisé la webinaire aujourd'hui. C'est donc un appui individualisé, hein, vous pouvez nous contacter pour cela. Et puis, on a la mise en place, on vous met en place des ressources. On travaille, on se réunit trois fois par an en moyenne avec des représentants de vos régions et des représentants d'Égal pour réfléchir aussi aux outils qui peuvent être mis en place. Notamment, il y a un document qu'on avait appelé le panorama des ressources qui regroupait un peu, qui réunissait tous les outils déjà existants. Ce document-là, vous pouvez le trouver sur le site du réseau rural. Et c'est le lien qui est sur le support qu'on vous enverra, donc voilà. Voilà, et donc on peut vous aider. Donc ça peut être aussi bien sur l'appui à la définition, comment on réfléchit, on initie la coopération sur un projet, comment on définit un projet, comment on trouve des partenaires, les rédactions. On peut aider aussi éventuellement sur la traduction, sur des offres, notamment quand on cherche des partenaires européens ou pays tiers. Bref, on vous accompagne tout le long. À noter que dans le cadre de cet accompagnement, donc nous aujourd'hui, là, on est sur la fin de programmation de l'ancienne programmation, grosso modo. Donc on termine notre appui au 13 janvier de cette année. Mais il y a le ministère a bien prévu de poursuivre cette cellule d'appui et les décisions sont en cours. Donc, vous saurez très prochainement, vous aurez de nouveau la cellule d'appui qui sera réactivée. Voilà, donc tout ça pour vous dire que n'oubliez pas voilà, vous avez cet appui qui est fait au niveau national. Vous aurez les coordonnées soit directement, soit via vos assemblées générales dès que ça sera relancé. Mais c'est vrai que n'hésitez pas à la mobiliser. Elle est là pour vous accompagner tout au long des réflexions et de votre mise en œuvre de la coopération. Et je ne sais pas si ça a changé la diapo aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Et Séverine, je te laisse finir. Et puis alors évidemment au niveau de vos régions, alors là aussi c'est très différent d'une région à l'autre, hein. Vous avez des AG et des réseaux qui ont mis aussi le point sur, qui peuvent organiser des activités liées à la coopération. Donc en effet, il y en a certains qui ont déjà organisé des webinaires, par exemple, d'autres qui vont travailler également des ressources. Donc voilà, ça c'est selon les régions de chacun, mais quand même globalement, on trouve qu'il y a une bonne dynamique, notamment il y a quand même pour la plupart la plupart des régions un appui, en tout cas leader, qui comprend aussi la coopération qui est là, donc qui peut être intéressant. Et puis à l'échelle européenne, donc en effet, il y a un réseau, ce qu'on appelait l'ENRD avant, qui maintenant est le CAP Network, c'est-à-dire le réseau PAC
pardon, européen. Et dedans, alors c'est un peu, en effet, moi aussi, je suis un petit peu déçue de ne pas avoir cette base de données, mais en effet, il y avait une base de données de recherche de partenaires. Il y a une base de données des GAL aussi. Alors, il n'y a aucun GAL français à l'heure d'aujourd'hui. Donc, voilà, dans la base de données européenne des GAL. Donc, ça peut être quand même aussi quelque chose à voir avec vos réseaux. Enfin, c'est en train d'être, je crois, intégré avec le ministère de l'Agriculture. Le travail est en cours. Mais donc, vous avez une base de données d'égales et vous avez pour l'instant une adresse mail que je vous ai remise ici. Donc là, le lien, c'est la page leader au niveau européen, plus là, le contact à laquelle vous pouvez aussi envoyer votre annonce. Voilà, pareil, le site du RNAR enfin au niveau national, j'ai oublié de dire, le site est aussi en cours d'élaboration, donc avec une rubrique leader qui sera là, une rubrique coopération, mais en effet, ces outils sont encore en cours d'élaboration. Voilà. Voilà, ce qui nous permet de conclure cette journée et de vous remercier tous pour votre motivation. J'espère que ça vous a déjà donné des premiers éléments de réponse, en tout cas, à tous vos questionnements. Que ça vous a donné des illustrations. Alors, je dirais juste en conclusion, oui, ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué, mais, 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 mais ça vaut le coup. Et quand vous allez commencer à faire de la coopération, vous allez voir que vous pourrez en général pas vous arrêter. D'ailleurs, en général, la plupart des gars qui ont fait de la coopération, ils y retournent après les programmations. Vous n'êtes pas obligé